Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition de Le Grand Soir, édition de ce 21 août 2025. L'actualité liée à la présidentielle annonçait une audience au Conseil constitutionnel ce jour, à la suite d'un recours introduit par le SDF contre les choix des bulletins de vote, des couleurs et même la posture du candidat du PURS. Le recours, selon les informations qu'on a eues du Conseil constitutionnel, a été rejeté. Mais dans cette actualité également, on annonce le grand meeting, entre guillemets, il y a une expression qui a été consacrée, le Terra Meeting, voilà, du candidat de l'UNDP, demain à Ngaoundéré. Sauf que le président, aux dernières nouvelles, n'a pas encore quitté Yaoundé pour Ngaoundéré. Camerco a annulé le vol d'aujourd'hui. Il y a un vent de suspicion autour de cette annulation du vol de Camerco. Est-ce que c'est le président Bello Bamaïgari qui est particulièrement visé? Mais on parle quand même de Camerco. On dira un mot là-dessus. Et puis concernant cette présidentielle, le groupement des entreprises du Cameroun, le GCAM, s'est prononcé. On verra si la sortie du GCAM est objective. Est-ce que c'est une prise de parti? Est-ce que le GCAM ne dessert pas les intérêts d'un candidat ou des candidats à cette élection présidentielle, en même temps qu'on annonce une sorte de bataille du Grand Nord? Est-ce que cette bataille du Grand Nord aura finalement lieu au regard des forces en présence? On en parlera avec nos invités qui sont déjà installés, les premiers en tout cas. Accueillons comme cela se doit avec les honneurs des ponctuels. Saliou Amadou, il est de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Saliou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous Jean-Jacques, bonsoir aux autres copanélistes ainsi qu'un chaleureux bonsoir à tous ces millions de Camerounais qui nous regardent, le Grand Soir désormais à travers le pays et même au-delà. Et permettez-moi dès l'entame ou alors dès ma première prise de parole dans ce studio, question de dénoncer avec l'énergie qui s'y a cela. Déjà? Oui, déjà, parce que comme vous l'avez vous-même dit dès l'entame de l'émission, il y a en temps normal un Terra Meeting tel que l'ont baptisé les populations. On va présenter l'affiche de ce Terra Meeting là avec la réalisation. Oui. L'ont baptisé les populations du côté de la région de l'Adamawa qui en temps normal donc attendent le président national de l'UNDP, le candidat Bello Bamaïgari, demain normalement le 22, voilà l'affiche. Et 200 000 personnes attendent. Voilà, donc un vol a été donc réservé, plus même de 200 000 aux dernières nouvelles. Et nous avons des images qui nous parviennent de ce côté-là, qui font état de la coloration de toute la ville de Ngaoundéré désormais, qui est habillée en vert. Quelqu'un se demandait encore ce matin si il y a un match des Lions indomptables du Cameroun de ce côté-là, parce que toute la ville était déjà en couleur de l'UNDP. Alors, un vol, comme je disais, a été réservé pour transporter donc le président national de l'UNDP de ce côté-là, mais sauf que à la dernière minute, nous avons appris l'annulation du vol en question. Bon, pour le moment, c'est un vol Camerco. Et généralement, on reçoit un message où vous dites que le vol a été annulé. Toutes nos excuses, point. Voilà. Parfois, on vous dit pas quand elle est reprogrammée. Exactement. Donc, le président Belouba, il ne sait pas s'il va prendre le vol. Pour le moment, il va peut-être prendre la route, puisqu'il est attendu demain. De toutes les façons, voilà, nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour que le président national, le candidat Bello, soit à Ngaoundéré demain pour rencontrer ces centaines de milliers de Camerounais qui l'attendent de ce côté-là. Vous n'avez pas l'impression que Camerco, c'est un peu sans confiance? Mais cela reste à savoir s'il s'agit tout simplement de Camerco qui est à ses habitudes. Mais maintenant, pour le moment, nous n'en savons rien, mais tout simplement, il faut quand même dénoncer cela. Que cela soit de l'incompétence de Camerco ou des agents de Camerco, que cela soit une malheureuse tentative ou alors une malheureuse manœuvre de porter un malheureux coup au déploiement d'un candidat en course à cette élection, d'une manière ou d'une autre, il faut dénoncer cela. Mais rassurez-nous, le meeting aura lieu. Le meeting aura normalement lieu, parce que, comme je vous l'ai dit, tout de ce côté-là est fin prêt. Nous n'attendons que l'arrivée du président national de l'UNDP, le candidat Bello Bamaïgari, pour justement procéder à ce meeting-là. Donc, le meeting aura lieu. Je rassure mes camarades de ce côté. Merci d'être là. Salut à Amadou de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Bruno Lombo-Ebala du Peuple uni pour la rénovation sociale. Le parti de Serge Espoir Matomba, candidat pour la seconde fois à l'élection présidentielle. Bruno, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mon copanéliste de l'UNDP, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs du Grand Soir et j'espère que ce soir encore, nous allons délivrer une émission digne de ce nom. Alors on espère, hein, pour recoller à l'actualité UNDP, qu'avant la fin de l'émission, on recevra peut-être un message rassurant de Camerco. On veut que tout se passe bien, on veut suivre l'animation de cette vie politique à l'approche de la présidentielle. Le peuple uni pour la rénovation sociale était à la barre aujourd'hui du côté du Conseil constitutionnel. On dit de vous que vous avez plagié les bulletins de vote. Peut-être que la réaction va nous retrouver ça. Bulletin de vote du SDF. Le même poster, le point levé, il paraît que c'est une marque déposée et protégée. Et même l'accoutrement des candidats à Joshua aussi, ou de CH Espoir Matomba. Ça s'est passé comment au Conseil constitutionnel? Ben, un seul mot, irrécevable. Irrécevable. Irrécevable dans le fond et sur la forme. Déjà parce qu'il faut dire que je vais dire quoi? Les faits d'accusation portés sur le PURS étaient totalement non fondés. Notamment, il faut déjà préciser que les couleurs ont été choisies et d'après, notamment la loi, il aurait fallu que le SDF fasse son recours 2 jours après la publication des candidatures, ce qu'ils n'ont pas fait. Leur recours porte la date du 19 août, qui est déjà hors délai. Ça, c'est la première chose sur le plan de la forme. Maintenant, sur le plan du fond, que nous reproche exactement le SDF, que reproche aussi Joshua à Serge Matomba. L'idée maîtresse, c'est qu'il faut dire que les bulletins de vote ont 2 couleurs différentes. Celle du SDF est rose et le bulletin du PURS est rouge. Donc à ce niveau-là, rose et rouge. À ce niveau-là, il ne faut pas être daltonien. Il ne faut pas être daltonien il faut vraiment être daltonien pour confondre ces 2 couleurs. Ça, c'est la première chose. Le SDF dit encore, on a plagié les emblèmes. C'est à croire que la main levée ou bien le poing levé représente un emblème, auquel cas il va falloir rappeler à la barre aussi Nelson Mandela, rappeler à la barre le Patrice Lumumba, rappeler à la barre tous ces combattants de la liberté qui ont levé le poing haut, de telle sorte que depuis 1992, le SDF s'approprie carrément le titre, n'est-ce pas, s'arroge pour la propriété, de ce... Le point levé, ce n'est l'apanage d'aucun parti politique. Encore que la loi n'encadre pas, aucune loi au Cameroun ne précise que la photo devrait être réglementée sur le bulletin de vote. Il n'y a pas de loi qui précise cela. Et autrement dit, nous avons donc fait le choix du rouge parce qu'effectivement c'est le rouge de la liberté, c'est le rouge de la souveraineté, c'est le rouge du combat que nous menons, celui de libérer le Cameroun. Alors le vote est rouge. On va représenter pour que nous qui portions les lunettes, on soit sûr qu'il y a du rouge et du rose dans cette affaire. Alors le PURS, c'est rouge. Le PURS, c'est la couleur rouge, comme ce que je porte autour du cou là. Voilà, donc c'est le rouge, c'est ce rouge ici. C'est ce rouge ici qui est le bulletin de vote du PURS. Donc il n'y a pas de rose. Le SDF est totalement rose. Ne vous me prenez pas par rapport au rendu de l'image que vous voyez à la télévision, parce qu'il faut préciser que quand vous regardez ces images, c'est 2 échelles différentes. Normalement, s'il faut comparer 2 bulletins de vote, on doit mettre le bulletin de vote à la même échelle. Vous allez vous rendre compte que la photo qui a été prise du bulletin du SDF est rapprochée pour avoir une illusion que les couleurs sont, ma foi, rapprochées. Il n'en est absolument rien. Lorsque vous voyez les 2 couleurs grandeur nature, vous voyez immédiatement les différences. Et vos couleurs habituelles, c'est le bleu. Oui, la couleur habituelle, c'est le bleu, c'est la couleur du PURS. Mais étant donné que nous sommes dans un combat, nous sommes dans une lutte, nous voulons justement matérialiser ce combat-là par l'expression à travers la couleur que nous portons par rapport au bulletin du bureau de vote qui est le rouge. Donc il est hors de question que nous puissions changer. Il n'y a pas l'UPC. Tout a été fait maintenant. Nous pensons qu'effectivement, les dés sont jetés. Nous allons être justement représentés par la couleur rouge pendant cette élection présidentielle et que personne n'en ignore. On espère justement que pendant la campagne, vous aurez le temps d'expliquer aux uns et aux autres. Mais c'est des détails importants, c'est des détails qui comptent. Les couleurs doivent être bien distinctes parce qu'on a quand même une grosse famille électorale qui est dans les zones reculées où les couleurs, c'est toujours... Parfois, on s'arrête aux couleurs.
Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose qui a déjà été prouvé par le passé. C'est ce qui fait d'ailleurs que les acteurs organisateurs qui sont en charge de l'organisation des élections mettent un accent là-dessus. Les responsables de partis politiques également mettent un accent particulier là-dessus. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez précisé l'absence de l'UPC à cette échéance-là, parce que comme vous le savez, l'UPC a pendant des longues années utilisé justement traditionnellement la couleur rouge. Et le votant, dans certains endroits reculés du pays, se réfère assez souvent à la couleur des bulletins, à la couleur des partis politiques, à la couleur des candidats. Il lit donc la couleur facilement à un candidat, à un parti politique, ou à un parti politique pour faire le choix. Donc c'est pas des questions sur lesquelles au jour d'aujourd'hui nous pouvons encore, je veux dire, minimiser, mais avec le temps, je pense que nous allons traverser un peu le sujet des couleurs pour ce qui est des bulletins de vote, parce que d'une manière ou d'une autre, les réformes qui seront engagées sur le plan électoral au Cameroun va d'une manière ou d'une autre nous faire aboutir à l'usage du bulletin unique. Et avec le bulletin unique, je crois que nous allons nous défaire facilement de la problématique liée aux couleurs concernant les bulletins de vote. D'accord, avant d'entrer pleinement dans la thématique, en espérant que tous nos invités seront présents, Norbert Olivier-Baudé, journaliste, membre du club politique, qui était attendu, il nous a fait un message de dernière minute, hein, c'est incroyable. D'accord, on va se contenter de ceux qui seront sur le plateau, mais on va rendre hommage suite à la disparition du vicaire général du diocèse d'Oumé à Bombang, Monseigneur Étienne Sazan, qui a été conduit, comme on le dit, à sa dernière demeure aujourd'hui même du côté de Doumé. On peut voir ces images de la mise en terre de cet homme d'église, hein, sous la conduite de Monseigneur Yann Osga, l'évêque diocèse d'Oumé à Bomba, Monseigneur Ingamba Sazan, qui nous a brutalement quitté à cela quelques jours. On a officiellement parlé de malaise. Il quitte donc la terre, comme on le voit, avec une grosse mobilisation des élites de la région du Soleil Levant. On peut reconnaître le ministre Anguin, le ministre Lé, le recteur de l'université des Bolova, le président du conseil régional, le gouverneur de la région de l'Est, entre autres personnalités mobilisées, et toute la grande famille du prélat, le clergé catholique, pour accompagner Monseigneur Étienne Sazan Ingamba du côté de Doumé, et la famille qui est partie de son Guilemenduka natal pour l'accompagner, comme vous le voyez dans ces images. Retour donc sur le plateau avec notre thématique centrale. La première présidentielle 2025, le GECAM prend-il parti? Monsieur, vous avez suivi certainement cette sortie du groupement du patronat camerounais sur cette élection qui appelle à la mise au cœur de ce processus électoral des questions économiques. Votre réaction, Bruno? Alors, déjà, il faut préciser que c'est même normal qu'un groupement de la trempe du GECAM puisse prendre position, n'est-ce pas, notamment pour donner effectivement les voies ou bien les mesures qui peuvent être prises par les candidats quant à ce qui est de l'assainissement de l'environnement, des affaires au Cameroun. C'est donc important qu'au niveau économique, qu'on puisse se rapprocher de ces différents acteurs, parce qu'effectivement, eux ont effectivement les leviers du changement économique, du changement industriel. Et c'est donc important qu'ils donnent leur avis sur la vie politique, sur la vie économique et sur la vie sociale, que et effectivement, comme ce sont des acteurs majeurs, n'est-ce pas, de la société, en tant que promoteurs d'entreprise, en tant que pourvoyeurs d'emplois, en tant qu'acteurs majeurs de l'économie et de l'environnement économique du Cameroun, je pense qu'effectivement, la prise de position, ou bien la sortie, parce qu'il faut peut-être pas mélanger les choses, ils ont peut-être dit un certain nombre d'éléments, mais il faut préciser que leur sortie est simplement un acte citoyen qui voudrait effectivement que certaines questions soient abordées, notamment pour faciliter l'accès aux emplois. Mais un acte citoyen qui semble prêter à confusion. Certains pensent que c'est une prise de position et même une prise de parti. Prise de position, je ne dirais pas. Peut-être qu'une interpellation. Parce qu'il faut dire que le GECAM, dans sa structure et dans ses
prérogatives, devrait normalement apporter ou bien faire des propositions au gouvernement sur comment est-ce que les affaires devraient être menées, comment est-ce qu'on pourrait faciliter ou bien ouvrir, n'est-ce pas, le monde des affaires au Cameroun. Et à ce sujet-là, je ne pense pas que ce soit une affaire où on dirait qu'il se soit positionné. Il faut simplement dire que l'appel, n'est-ce pas, du GECAM est un appel qui voudrait faire en sorte que les acteurs de la présidentielle actuelle prennent en compte un certain nombre de dispositions pratiques pour que le monde des affaires connaisse un certain changement. Parce qu'il faut le dire, s'il faut que les choses changent, il faut bien apporter des dispositions, des mesures pour que ces choses puissent changer. Or, qui mieux que les acteurs de l'industrie, les acteurs de l'économie, pour dire ce qu'ils vivent et proposer des solutions adéquates à leurs différents problèmes. Donc je crois que même si dans leur sortie, on pourrait interpréter cela comme une prise de position, je dirais que c'est une prise de position qui, ma foi, relève plutôt d'une interpellation qu'autre chose. Donc c'est important qu'ils puissent donner leur avis. Ça aurait même été inquiétant que le GECAM se taise par rapport à une situation comme celle que nous traversons. Parce que leur rapport est véritablement important dans le processus qui est en train de se mettre en place. Salut, sur cette sortie du GECAM, il s'agit d'une sortie citoyenne, simplement une participation de ces acteurs ou alors une prise d'opposition? Comme mon copanéliste, je vois aussi les choses plus dans le sens de prise de position, du moins du positionnement, de participation à une consultation électorale de surcroît au niveau national. Parce que d'une manière ou d'une autre, si aujourd'hui on n'est pas de manière effective dans le sens de la participation de toutes les corporations, que ce soit sur le plan économique, social, politique, etc., on est en train d'aller dans ce sens-là. C'est par là que nous sommes en train d'y aller, et de surcroît donc un groupement comme celui du GECAM, qui a plusieurs faits d'armes déjà à son actif et qui participe, qu'on le veuille ou non, de manière active dans la vie économique nationale et même au-delà, dont il est important de compter désormais avec eux, il est important même de les écouter, de leur prêter une oreille attentive. Je crois que toutes les partis, toutes les formations politiques ou tous les candidats à cette élection prêtent une oreille plus ou moins attentive à ce que dit le GECAM. Si vous vous rappelez bien, au cours rien que de cette année, le GECAM a organisé 1 à 2 rencontres économiques. La dernière que j'ai en tête, je crois, date de février 2025. La rencontre économique au Cameroun ou du Cameroun, quelque chose dans ce sens-là, où ils avaient même associé de chercheurs d'université, etc., etc. Question justement d'élaborer de nouvelles pensées économiques dans le sens de la relance de l'économie nationale. Et aujourd'hui, il est question pour le GECAM de susciter en quelque sorte le sursaut des Camerounais, le sursaut économique des Camerounais à l'aube ou alors juste avant l'élection présidentielle du 12 octobre. Et je vois plus donc en cela une forme de participation du GECAM à cette élection-là. Le GECAM, tout candidat sérieux devrait faire justement avec le GECAM. Et si vous vous souvenez bien, lors de la conférence de presse qu'a donnée le candidat Bello au siège de l'UNDP, il a parlé justement, il a mis un accent particulier sur la relance de l'économie nationale avec des réformes de manière structurelle, et il a mis une enveloppe, il a indiqué la mise en place d'une enveloppe de 60 000 milliards justement pour 60 000 milliards. Oui, pour la relance de l'économie nationale. Donc, je crois que le GECAM et même l'UNDP ne contredirait justement pas le GECAM dans ce sens-là, lorsqu'il faut parler du sursaut économique national. Alors, le temps, il y a d'abord une partie qui est consacrée à une sorte de bilan. On espère que Émile Messi du RDPC va le retrouver. Dans ce bilan-là, le GECAM dit industrialisation insuffisante, infrastructure déficiente, gouvernance perfectible, capital humain sous-exploité et climat des affaires fragile. Là, on a quand même l'impression que c'est un bilan, un constat de lieu qui arrive au mauvais moment, non? C'est un état de lieu. Souvenez-vous, lorsque l'Église catholique, ou alors l'Église tout simplement, avait essayé de se prononcer sur des élections à venir. On avait eu presque le même débat là aussi sur cette question-là. Il s'agit là d'un
simple état de lieu. Le JICAM n'a fait que procéder à un état de lieu. Et le JICAM est mieux placé que, à mon sens, n'importe quelle corporation s'occupant de questions économiques que des affaires dans notre pays pour faire l'état de lieu des affaires dans notre pays. Et peut-être qu'aujourd'hui, le tableau qui est peint fait état d'une situation peut-être alarmante dans laquelle se trouve l'économie de notre pays, mais c'est aussi face à cela qu'il faut c'est à cela qu'il faut aussi faire face pour procéder à une relance effective de l'économie nationale. Question d'obtenir les 2 chiffres, d'avoir une croissance à 2 chiffres comme l'a indiqué le candidat Bello. On ne peut pas faire fi de cet état de lieu pour procéder à la relance de l'économie. Alors c'est cet état de lieu en termes de timing, Bruno, maintenant. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser cette question? C'est vrai que la question de pourquoi maintenant est légitime. Cependant, il faut noter que le JICAM est d'abord et avant tout un partenaire de l'État. En tant que pourvoyeur d'emplois, en tant que créateur de richesses, en tant que créateur justement d'éléments sociétaux pour faire développer la société, il est important pour le JICAM de travailler avec l'État. Et il faut préciser également que ce type de rapport n'est pas nouveau pour le JICAM. Oui. Plusieurs fois, le JICAM a commis des rapports comme cela pour spécifier et préciser l'état dans lequel l'économie camerounaise se trouverait, le marasme dans lequel nous sommes. Parce qu'à plusieurs reprises, le JICAM a interpellé l'État sur les conditions des affaires, sur l'environnement des affaires aujourd'hui, sur l'importance d'industrialiser, sur les différents problèmes auxquels font face les hommes d'affaires et les entreprises camerounaises dans leur ensemble. Donc ce n'est pas nouveau en réalité. Seulement, il est important de préciser que le temps ou bien le timing que le JICAM choisit actuellement pour faire cette sortie coïncide simplement avec l'élection présidentielle comme une manière plus forte de dire nous avons ces problèmes-ci, auquel cas tous les candidats devraient donc se saisir de ces différentes thématiques, de ces différents problèmes pour véritablement adresser les véritables challenges auxquels vont faire face les Camerounais. C'est de ça qu'il est question en réalité. Donc, voir que c'est une prise de position par rapport à, ou bien que ce soit, qu'est-ce que c'est par rapport contre l'État, vous préparez une élection, et vous avez le JICAM qui sort en ce moment précis pour afficher ce bilan assez difficile. On a quand même l'impression qu'il y a un coup. Vous vous rappelez à l'époque aussi, ceux qui sont au pouvoir ont pris. Tout à fait, vous vous rappelez à l'époque aussi, pendant cette période électorale, c'était je crois en 2011, oui, pendant l'élection 2011, le feu Bernard Djonga de l'Agdic avait commis un pacte de développement rural où il a parcouru les villes et villages du Cameroun pour le présenter, et pour interpeller justement les acteurs ou bien les candidats à l'élection présidentielle. Voici ce qu'il faut faire pour améliorer les conditions du monde rural et de l'agriculture au Cameroun. C'est dans le même ordre d'idée effectivement que le JICAM aujourd'hui fait sa sortie, qui a eu une interpellation beaucoup plus qu'une prise de position. Parce qu'au finish, quel que soit le vainqueur à l'issue de cette élection que nous souhaitons être celle de Serge Matomba, le JICAM devra faire avec le gouvernement ou bien le nouveau président en place. Donc il ne s'agit pas pour eux de prendre position, mais il s'agit d'interpeller tous les candidats, quels qu'ils soient, à effectivement adresser ces différentes thématiques, à pouvoir prendre les dispositions dans leur programme pour véritablement adresser ces thématiques diverses. Et par rapport à cela, justement, dans le programme de Serge Matomba, il y a une place bien prépondérante dans l'industrialisation et même dans la transformation agricole. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que notre équilibre économique dépend essentiellement de ce que nous allons produire au Cameroun. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'actuellement, l'économie camerounaise est totalement extravertie. Nous importons plus que nous n'en exportons. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à consommer et à produire ce que nous pouvons consommer sur place. Il faut donc, avec le gouvernement du PUS, renverser cette tendance, produire ce que nous pouvons consommer, ce que nous allons consommer, et ce ne sont que les restes qui pourront être exportés. Auquel cas, nous allons commencer à équilibrer. Ça passe par quoi? Comment améliorer la production? Quelles sont les propositions que le PUS a pour améliorer la production qui serait problématique? Alors, déjà, il faut préciser une chose. Nous sommes dans une situation où nous voulons la rupture. Nous sommes dans un combat où nous luttons pour l'indépendance complète
du Cameroun, une souveraineté totale. Donc, le changement que nous voulons, l'industrialisation que nous voulons, devra se faire dans un contexte où nous avons les total leviers, n'est-ce pas, pour notre développement. Autrement dit, il est question pour nous d'abord de définir un certain nombre d'éléments sur la question identitaire, sur la question de l'unité, et puis prendre notre souveraineté pour véritablement attaquer. Parce que le problème aujourd'hui, Jean-Jacques, ce n'est pas tant de se dire qu'on a besoin des industries. Mais si on prend le simple cas du domaine de l'énergie, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas d'énergie au Cameroun? Parce qu'effectivement, tout est fait pour que nous ne puissions pas avoir cette souveraineté énergétique. Parce qu'en ayant de l'énergie, Jean-Jacques Zé, ça veut dire que vous avez l'industrialisation, vous avez la création des entreprises, l'entreprise peut fonctionner. Or, cette carence d'énergie fait que on ne peut pas véritablement aller à une industrialisation poussée et véritable qui sera voulue par les Camerounais. Donc, la première étape pour nous, c'est d'abord de gagner notre souveraineté. Parce que parler d'industrialisation dans le contexte actuel avec le système néocolonial est totalement une hérésie. Donc, c'est important pour nous de préciser que ces préalables de souveraineté soient d'abord acquis pour que nous puissions donc véritablement actionner tous ces leviers-là pour nous industrialiser. Et cela étant donc, il y a une question pour nous, lorsque nous allons avoir cette souveraineté, mettre les plans en marche pour d'abord résoudre les questions d'énergie. Parce que il faut voir, nous bâtissons de véritables machines, mais qui ne nous servent pas à grand chose. Si nous prenons par exemple le cas du barrage de Natigal, le barrage de Natigal n'appartient au Cameroun qu'à 15%. Et un barrage qui n'est pas encore à sa totale capacité, qui n'injecte pas encore la totalité des 225 MW annoncés. Ce qui veut dire que même les entreprises actuellement sont encore en déficit d'énergie. On n'a pas cette souveraineté. Or, il nous faut déjà gagner cela pour pouvoir nous dire, ok, voici les leviers que nous pouvons actionner pour pouvoir mettre en place cette énergie. Et puis les entreprises vont pouvoir suivre d'elles-mêmes sans qu'on puisse faire une forme de procès. Donc, c'est de ça qu'il est véritablement question. Donc, cette industrialisation doit être orientée par la souveraineté et la liberté que nous allons mettre en place pour qu'effectivement tout cet état de choses-là puisse avoir des solutions pratiques et naturelles après l'acquisition de notre indépendance et souveraineté. D'accord, vous passez par l'indépendance, par la souveraineté, c'est le socle justement, c'est la base pour aller à cette production souhaitée. Et dans cette sortie du GECAM qui aligne des manquements, et selon le patronat camerounais, ces manquements freinent la compétitivité des entreprises locales et compromettent leur rôle de créateur de richesse, d'emploi et d'innovation. Le temps est venu, dit le GECAM, d'un sursaut collectif pour remettre l'économie au cœur du projet national. En cet effet, le patronat identifie une double série d'obstacles. D'abord, à l'interne, un déficit d'infrastructures, fiscalité jugée excessive, lourdeurs administratives, accès limité au financement, insécurité juridique persistante et pratiques corruptives. Et ensuite, à l'externe, une conjoncture internationale instable, la baisse des flux d'investissement, fragilisation du tissu productif. À l'approche du scrutin, le GECAM ne veut pas rester en spectateur. L'organisation demande aux candidats de présenter des projets économiques clairs, chiffrés et mesurables. Parmi les priorités, la réforme du système fiscal, le développement accéléré des infrastructures, la réduction des délestages, la digitalisation des services publics, le renforcement de la sécurité juridique et judiciaire, l'adaptation des formations aux besoins réels du marché et enfin le soutien à l'industrialisation et à la souveraineté productive. Jean de Dieu ici, bonsoir et bienvenue. Mon frère Jean-Jacques Zé, je suis honoré par cette invitation. Je vous salue avec déférence aussi vos invités. Je demande pardon aux téléspectateurs parce que justement la préoccupation du GECAM, nos routes sont bloquées. Embouteillage terrible chaque jour. Qu'ils soient salués et respectés par nous. Je salue également le fondateur, le frère Dieudonné Ndiambeng, votre patron. Est-ce que lorsqu'on parcourt ce que le GECAM a retenu, est-ce que ce n'est pas un rapport à charge en ce moment pour ceux qui sont aux affaires? Ils ne vont pas le considérer comme un rapport à charge? Si on prend les aspects qui sont évoqués. En réalité, oui, si on est rationnel, ce n'est pas un rapport à charge.
c'est une revendication qui nous concerne, nous tous. Et vous savez que pendant la période électorale, c'est comme un comice idéologique, un comice spirituel. Tout le monde peut s'exprimer. Vous avez vu les évêques s'exprimer. C'est une société civile qui pose les vrais problèmes et on est autorisé à poser également les faux problèmes. Vous avez vu un évêque en train d'aller convoquer même le diable pour remplacer ceux qui n'ont pas donné satisfaction. Satisfaction attendue par le peuple, satisfaction attendue par les défis humanitaires. Le GECAM ne fait pas un faux rapport, c'est un rapport pertinent qui vient retrouver les autres rapports internationaux, certes. Mais il y a un peu d'hypocrisie qui nous concerne tous. Vous écouterez les évêques, il n'y a que nous, les aboyeurs et les brailleurs d'antan, qui posions ce problème. Nous posions des problèmes complexes qui dépendent de nos leviers de souveraineté. Vous ne pouvez pas parler d'une économie sans son moteur. Le moteur de l'économie, c'est le système monétaire. Oui. Lorsque vous avez des programmations et des planifications budgétaires, alors que votre monnaie est fabriquée à chamalières, votre masse monétaire ne dépend pas de vous. Les devises qui doivent vous revenir sont bloquées dans les comptes d'opération, quelque part en Europe. Vous êtes un petit pays. Vous ne pouvez pas parler d'une économie fondamentale lorsque votre sonara est brûlé. Et il s'agissait d'un semblant de sonara qui ne pouvait pas transformer votre matière première. Et lorsque je l'ai dit, je convoque toutes les autres matières premières. Et vous vous rappelez qu'un Allemand appelé le chancelier Helmut Kohl, il disait la chose suivante. L'Afrique ne doit pas s'industrialiser. Elle doit demeurer un vaste marché de matières premières et surtout un vaste marché de consommation des produits manufacturés. Le GECAM, c'est ça. Que nous sommes un petit pays et nous devons travailler. C'est pour ça que ce dernier temps, si vous écoutez mes chroniques qui sont produites à 10h50 de lundi à vendredi sur une chaîne de radio qu'on appelle Radio Royal FM 88.4, sans publicité, nous sommes en train d'imaginer un troisième pays, une troisième république, une vraie nation. Une nation qui aura une ambition panafricaniste, donc une ambition qui va au-delà des volontés ou de l'idéologie du GECAM. C'est-à-dire, un grand pays, c'est d'abord la démographie. La démographie parce que, voyez-vous, le français, je cite, c'est une exigence culturelle, le français Jean Baudin disait « Il n'y a point de richesse que d'hommes ». Mao Tse-tung, pour poser les jalons solides d'une révolution chinoise, vous dit l'homme, c'est certes une bouche à nourrir, mais beaucoup plus deux bras pour travailler. 30 millions d'habitants pour un Cameroun, c'est peu. Il faut que nous ayons la puissance démographique. Tu es nataliste là? Et, oui, je suis nataliste. C'est-à-dire que l'Africain, il faut une kyrielle de femmes et une ribambelle d'enfants dans la responsabilité. Ça, c'est sur le plan humain. Sur le plan territorial, il faut rompre avec ce qu'on vous a dit, l'intangibilité des frontières. Ce n'est pas vrai. Il faut que le Gabonais se rende au Cameroun facilement, que le Camerounais se rende en Guinée équatoriale facilement, que ce soit les États-Unis d'Afrique centrale, tout au moins. Et là, on commencera à être un grand pays qui peut être en compétition avec les autres grandes économies. Vous ne pouvez pas parler, un petit Cameroun ne peut pas compétir avec la grande Chine. La Chine, c'est 1,438 milliard d'habitants. La Chine, c'est environ 8 millions de kilomètres carrés. La Russie, même chose. Même la petite Corée, c'est également une grande puissance. Donc, il y a un ensemble de préalables. Le premier préalable, c'est la puissance démographique. Le deuxième préalable, c'est l'idéologie. Doit-on demeurer des petits pays sur le plan idéologique? N'avons pas moyen jusque-là d'arracher nos leviers de souveraineté. Je prends des exemples précis. Nous étions en train d'aboyer et de brailler lorsqu'on disait que M. Bolloré occupe le port de Douala, le port de Douala. Ce n'est pas juste parce que c'est la porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Et il y a une évolution. Nous étions en train de dire qu'il y a 11 accords, on appelle ça les accords coloniaux. Et le 26 décembre 2020, le régime-ci a réussi à ne pas renouveler ces accords et c'est des avancées considérables. Et nous, on parle aujourd'hui
convoquant un haut conseil des sentinelles pour la Troisième République, qui ne sera plus une démocratie de prédation. La démocratie que vous avez importée depuis la bolle, elle ne vaut pas. Vous allez crier, etc. Comme aujourd'hui, vous allez crier, vous allez sauter, vous allez convoquer le diable. Soyons convaincus que l'Afrique mérite une démocratie à l'africaine. Comme le Vatican mérite la démocratie des conclaves. On vous dit, vous vous taisez, il n'y a pas d'intervention extérieure. Il y a seulement que nous avons le pape. Comme la Chine n'a qu'un seul parti politique. On ne les divise pas. Ce parti politique décide. L'élite de ce pays décide de l'avenir du pays. Donc, ce que le GECAM dit... nous impose une certaine marche en arrière, parce qu'on est arrivé à... Non, ce n'est pas une marche arrière. Oui. Ce que le GECAM dit n'est que le millième de ce que les panafricanistes vous demandent depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Ce que le GECAM dit, c'est la convocation de l'industrialisation de l'Afrique. Et on ne peut pas parler de l'industrialisation de l'Afrique dans une petite Afrique divisée selon la volonté coloniale. Il faut qu'on prenne conscience. Ce que le GECAM dit va convoquer les aspects économiques, mais on avait déjà dit au GECAM, et le GECAM n'en parlait pas, même les évêques, personne ne veut parler des affaires sérieuses. Parce que pour parler d'économie, vous ne parlez pas de votre économie sans parler de la balance commerciale, sans parler du moteur de l'économie, la politique de la monnaie, sans parler des devises qui sont bloquées quelque part. Ça, on parlait d'hypocrisie tout à l'heure. De l'hypocrisie, pour parler librement comme je le fais depuis 20 ans, voyez-vous, je ne sais pas ce qui se passe avec notre élite. Nous avons conclu que peut-être que notre élite est victime de l'impérialisme spirituel et on est bloqué. Mais je sens qu'on peut être débloqué à partir des exemples que je venais de prendre. Le Cameroun n'a pas... Ça va être facile. On a encore des joulatistes qui sont engagés à la course. Attention, ne soyez pas... Bon, évidemment, je comprends votre discours, c'est-à-dire que lui, Paul Joula, a laissé ses héritiers qui ont beaucoup duré. Oui. Mais je veux que vous sachiez que certains se sont transformés. Ah bon? Je vous prends un exemple. On présentait M. Biya, ou alors il s'est présenté comme le meilleur élève de Paris. Vous croyez que vous pouvez dire ça aujourd'hui? M. Biya est libre. Tous les ojulatistes que vous indiquez là peuvent être mieux que M. Biya et peut-être le remplacer. Parce que M. Biya est libre. Nous l'avons reconnu comme panafricaniste. Il faut lire le dernier livre de Laurent Gbagbo. Nous l'avons reconnu comme un homme qui se défend maintenant, qui veut défendre la République. Puisque je vous parle des 11 accords coloniaux qui n'ont pas été renouvelés depuis le 26 décembre 2020. Puisque je vous parle du kilogramme de cacao dans mon village qui coûte 5600. C'est l'un des accords qui nous permet de vendre notre cacao directement au Nigeria, ou n'importe qui, ou n'importe où. Donc nous avons déjà les instruments, ne serait-ce que spirituels, les instruments idéologiques, pour qu'on s'affirme, on ne va plus accuser les autres. On a cessé, parce que nous disions que notre faiblesse, c'est que notre situation de misérable, c'est que les forces exogènes sont en concubinage incestueux avec des forces endogènes. Aujourd'hui, nous nous disons que si nous tous, on dit que non, les forces exogènes, laissez les blancs là où ils sont. Prenons conscience de notre République. On ne parlera plus gravement de corruption comme le GECAM dit. Oui. On prend position, on prend naturellement. On dit qu'aujourd'hui, la rupture, vous n'allez plus parler des ojulatistes. On va laisser Ojoula là où il est. On va dire qu'est-ce que nous pensons. Quel Cameroun devons-nous mériter en 2035? C'est ça qu'on peut... Parce que nous, on n'est plus dans les discours de l'élection du 12 octobre prochain. On est au-delà parce que M. Biya va gagner au nom de... il va gagner. Non, c'est le candidat qui va gagner puisqu'il a la puissance idéologique, il a même la puissance d'action. Et vous voyez les appareils de l'État, c'est le pouvoir. Vous n'avez pas les mêmes yeux que moi. Non, je voudrais avoir vos yeux. Portez mes lunettes, vous comprendrez ce que je dis. Non, on n'a pas vos yeux. Non, on n'a pas vos yeux. Il ne faut pas avoir mes yeux parce que je suis même très d'accord avec lui parce qu'il est dans la ligne idéologique effective du PUS. Nous sommes pour la souveraineté totale. Vous verrez que finalement, il parle de vous verrez que oui, M. Matomba, c'est un garçon. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une évolution à la Troisième République. Vous voyez, vous verrez que nous jouons la même balle avec les touches différentes. La différence, c'est que eux, ils sont des gars courageux qui disent qu'ils vont affronter le judoka politique qu'est Paul Biya. Mais moi, je suis libre. Je lis loin et je fais le rapport de puissance. Et Biya lui-même vous dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut.
D'accord. Bonsoir très chers aînés. Je ne vois pas la part des encouragements du GECAM, son rôle dans la présidentielle. Est-ce qu'il donnera l'argent aux candidats? Il ne s'agit pas de ça. Ou aux votants. Donc, Achille Aimé, depuis Yassa Yatika, pour revenir dans le sujet, on ne s'était pas éloigné, hein, faut bien. Est-ce que le GECAM n'est pas en train de nous rappeler que depuis qu'on écoute les candidats, ils sont toujours dans télé vert, télé rouge, télé jaune, et qu'on est en train de passer à côté des véritables préoccupations qui sont éminemment économiques? Tout à fait. C'est en réalité aussi de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que tout à l'heure, je convoquais le fait que lorsqu'on est en plein dans une élection présidentielle ou alors avant la campagne pour une élection présidentielle, c'est aussi le grand rendez-vous pour un grand débat ou alors des grands débats sur des questions essentielles qui concernent la République. Et la question de l'économie est une question à part entière de ce grand débat-là. C'est pour cela que je disais qu'on ne peut pas imaginer que ce débat-là devrait se faire sans le GECAM. Le GECAM est un acteur à part entière et c'est normal, donc, comme je le disais, pour recontextualiser les choses, que le GECAM reprenne sa place. Et aussi, avant de continuer, je voudrais quand même préciser quelque chose à l'endroit du grand frère ici, que les dés sont jetés, mais les jeux ne sont pas encore faits. Donc, du coup, si c'était le cas, aujourd'hui, ma présence ici n'aurait servi. Non, pas du tout, ma présence n'aurait servi à rien. J'ai envie de lui dire que j'ai un militant de l'UNDP ici qui était péremptoire, il n'y a rien à faire, Beloba va gagner. Effectivement, si on se fie à, ne serait-ce qu'à la dynamique qui traverse actuellement le Cameroun, si on se fie rien qu'à cette dynamique-là, j'ai envie de rappeler aux grands frères ici qu'aujourd'hui, si il parle avec autant d'émotion du panafricanisme et de tous les enjeux que ce panafricanisme-là porte, c'est aussi quelque part c'est parce que aussi il y a un travail idéologique qui a été fait par des aînés d'ailleurs avec lui, par d'autres aînés avec lui, qui a constitué quelque part à outiller les jeunes Africains, pas que Camerounais, des questions essentielles liées justement au panafricanisme. Et donc, il se trouve que ces jeunes-là, aujourd'hui, sont également animés par d'autres enjeux comme les enjeux, comme le changement à la tête de nos pays. Et c'est cette dynamique aujourd'hui donc qui traverse tout le Cameroun fait en sorte que la jeunesse camerounaise aujourd'hui veut voir à la tête de ce pays d'autres acteurs ou un autre acteur que M. Biya. Ça, c'est d'abord une chose. Maintenant, la deuxième chose que j'ai envie de préciser aussi, c'est que lorsqu'on parle de la monnaie, comme il parlait, je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi que la question de la monnaie va au-delà des seules frontières du Cameroun. C'est-à-dire, il a convoqué tout à l'heure le Gabon, le Tchad, ne serait-ce que ces quelques pays avec lesquels nous partageons les frontières. Voilà. Donc, c'est pour dire à quel point c'est une question assez, quand même, je veux dire, assez complexe, la question de la monnaie. Bon, maintenant, pour elle est complexe comment? Elle est complexe aujourd'hui. Il y en a qui veulent avancer. Je ne suis pas un expert, Jean-Jacques, mais aujourd'hui, vous savez comme moi, et je sais que M. Jean de Dieu ici sera d'accord avec moi que le Cameroun ne peut pas aujourd'hui se lever le 21 août 2025 décider du changement de la monnaie. C'est pas aussi simple que ça comme opération. C'est une question assez fondamentale et assez complexe. C'est pour cela que même les experts sont d'accord là-dessus. Et il a parlé de la démographie camerounaise qui est aujourd'hui à environ 30 millions. Comme le plus de souveraineté. Non, la souveraineté est une question fondamentale, essentielle, mais sauf que nous sommes dans toutes les écoles, vous savez, dans toutes les écoles, comme vous le savez, il y a aussi des réalistes. Nous sommes juste des réalistes. Et dans notre réalisme, nous savons qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont et ne pas perdre de vue un certain nombre de réalités qui nous échappent au jour d'aujourd'hui. Il faut au moins quand même tabler sur ces questions-là avant de continuer le débat. Et donc, maintenant, pour revenir à la question que vous posiez, c'était déjà laquelle? Alors, c'est sur la sortie, les questions centrales de l'économie. Le GECAM est en train de vous rappeler, vous acteurs politiques. Effectivement. On vous écoute, mais on n'attend pas effectivement, évoquer les questions économiques. Effectivement, vous savez, il y a un expert économique qui a consulté comme ça, à la va-vite, lors d'une rencontre, le programme économique qu'a élaboré les experts de l'UNDP. Et je me fie à ce qu'il a dit.
Moi, je ne suis pas, j'ai pas fait des études économiques. Voilà ce que lui et ses collègues ont dit, mais c'est lui qui a porté la parole de ses collègues en disant le programme économique que propose l'UNDP, que va proposer l'UNDP à cette élection est sans aucun doute le programme le plus, non seulement réaliste, mais aussi le plus futuriste qui soit. Il a fait les comparaisons, il a aussi les autres. Non, mais maintenant donc, pour vous dire Jean-Jacques, dans les jours à venir, parce que nous ne sommes pas encore là, mais dans les jours à venir, vous aurez tout simplement la proposition économique que va faire l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, ou alors le candidat Bello. Mais vous avez déjà les grands pans. Si vous référez déjà à la dernière sortie du président national de l'UNDP lors de la conférence de presse qu'il avait donnée au siège de l'UNDP. Donc, pour sortir de là, j'ai envie de dire que si aujourd'hui le JICAM fait déjà cet état de lieu qui s'apparente à une, à une prise de position réelle, c'est aussi du fait que notre pays, comme je disais, traverse des crises sur tous les plans. C'est ce qui fait que même le grand frère ici a reconnu que ce n'était pas une prise de position, mais en réalité, on est arrivé aujourd'hui au Cameroun au point où si vous faites l'état de lieu de la sécurité, l'état de lieu de la vie même de la démocratie, l'état de lieu de la vie économique de notre pays, on a l'impression tout simplement d'écouter un opposant. Mais pour autant, vous ne faites que faire l'état de lieu des choses. D'accord, voilà. Bonsoir monsieur, très belle analyse. J'apprécie vraiment le développement du monsieur en chemise. Il s'appelle Jean de Dieu ici. Bonsoir à vous, le soir devenu grand, d'accord. Le GECAM appelle nos décideurs politiques à nous développer en révolutionnant notre système politique. Celui-ci passe par des hommes intègres et patriotiques, contrairement à ceux d'une génération, celle de 82, qui avec la flamme entre leurs mains ont mis un brasier ardent à tuer notre économie. Hier le fleuron, pour plus tard être moribonde avec des agrégés qui ont tout désagrégé. Comment peut-on envisager une émergence sans énergie? Massoc Thomas, qui évoque les questions d'énergie. Bonsoir le plateau. On va prendre, voilà. Bonsoir le plateau. Un bonsoir particulier à Jean-Jacques Zé, merci. J'ai aimé la première prise de parole du cadre du PURS sur le plateau, M. Lombo-Ebala. Il a bien commencé le préalable de la politique énergétique, à savoir la souveraineté, qui est la condition première de l'industrialisation. Je souhaite poursuivre comme lui avec le schéma directeur de la politique énergétique et celui de la politique d'industrialisation. Je pense que le schéma directeur de notre politique énergétique est le renforcement des raffineries par la création de 3, dont l'une d'or, la décentralisation de la production de l'énergie hydraulique électronique, l'exploitation du potentiel énergétique renouvelable dont regorge le Cameroun. Et sur l'industrialisation est d'abord cette révolution énergétique, mais aussi l'infrastructure, dont les routes avec l'usage des déchets pétroliers provenant des raffineries, la relance de la production agricole et animale, la formation opérationnelle des techniciens et des cadres de l'industrialisation. Il n'est pas impossible de sortir du CFA en un an. Guégim Le Mog, merci pour cette contribution également, en droite ligne avec la thématique qui est évoquée ce soir. Bonsoir. Le plus 240, on dit ceci. Très bonne émission, merci d'avoir invité monsieur ici. Il me manquait déjà beaucoup depuis Afrique Média. Il est très cohérent dans ses positions et de conscientisation des jeunes Africains. Il ne nous a pas trahis comme François Bikoro. Il va venir répondre François Bikoro le jour qui sera là, qui est déjà un très grand soutien du grand-père au pouvoir. C'est Achille depuis Malabo en Guinée équatoriale. Merci Achille de suivre ce programme et d'accueillir, comme nous d'ailleurs, avec beaucoup de plaisir, Jean de Dieu ici sur ce plateau. Alors, est-ce que ce n'est pas à vous qui arrivez que le GECAM s'adresse? Je dirais que si c'était à nous que le GECAM s'adressait, les revendications du GECAM sont tombées à bon port. Maintenant, il faut peut-être que je rebondisse un peu avec ta permission, Jean-Jacques, sur les déclarations de mon compagnoniste de l'UNDP, qui dit que la majorité des Camerounais voudraient une alternance à la tête du pays. Non, le changement à la tête du Cameroun. Oui, à travers le nouveau visage. Il y a une dynamique du nouveau visage. Vous mettez en avant le nouveau visage. Pour vous, c'est l'alternance à la tête du pouvoir. C'est bien ça. Avec un nouveau visage. Avec un nouveau visage. Dans son ensemble aujourd'hui est traversé par une dynamique du changement. Soit. Disons-nous une chose vraiment très précise. Prenez n'importe quel programme politique, aussi bon, aussi lucide, aussi concret et aussi, j'ai envie de dire, réaliste soit-il,
mettez-le dans le système actuel, vous n'obtiendrez aucun résultat. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un système. Vous pensez que lui, il est resté superficiel? Bien sûr. C'est le système qu'il faut. Bien sûr, c'est le système qu'il faut complètement éradiquer. Le système aujourd'hui, le système néocolonial, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous parlons chez nous au PURS de la souveraineté et de l'indépendance réelle du Cameroun. Parce que faut-il le rappeler, Jean-Jacques, lorsque nos devanciers ont commencé le combat avec l'UPC, Oumnobé à la tribune, n'est-ce pas, des Nations Unies, précisait un préalable pour l'indépendance du Cameroun. Il fallait que le Cameroun soit véritablement uni, que le Cameroun anglophone, le Cameroun francophone deviennent un pour pouvoir être justement à même de faire en sorte que cette indépendance-là soit une affaire acquise et pour que nous puissions avoir les leviers de notre propre développement. Et ces leviers-là, justement, reposent sur cette affaire de souveraineté. Vous ne pouvez donc pas parler de souveraineté, comme je l'entends dire ici, et faire fi et occulter la question de la monnaie. C'est totalement impossible. C'est faire. Eux, ils n'ont pas occulté. Non, ils estiment que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est même pas vrai. On ne peut pas l'attaquer comme ça du jour au lendemain. Ce n'est même pas vrai. Il faut aller progressivement, il faut se projeter. La question de la monnaie, en réalité, Jean-Jacques Zé, c'est une question qui relève simplement d'une volonté politique. Une volonté politique, justement, qui sera guidée par un certain nombre de réformes qui doivent entraîner. Voilà, des réformes. Il faut préciser que c'est une volonté politique. Mais dire que c'est compliqué signifie qu'on veut faire l'entourloupe. Non, Il faut dire effectivement que c'est une volonté politique. Et il y a des mécanismes pour pouvoir arriver à cela. Nous, par exemple, au Peuple Uni pour l'innovation sociale du Serge Matomba, qu'est-ce que nous proposons? Déjà, les leviers de cette énergie, c'est-à-dire que de la souveraineté énergétique, pour pouvoir lancer une industrialisation digne de ce nom par nous-mêmes. Qu'est-ce que cela va produire? Cela va faire en sorte que les Camerounais pourront justement avoir cette énergie pour multiplier les entreprises et commencer les transformations endogènes qui s'imposent. Ces transformations endogènes vont avoir un impact direct sur la balance économique parce que nous allons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous avons produit. Ça va d'abord déjà commencer à réduire les importations de manière drastique parce que dans le même ordre d'idée, il y aura des restrictions d'importation de certains produits que nous pouvons produire, que nous pouvons manufacturer sur place. Ça, c'est un premier levier. Le deuxième levier, c'est le levier justement des réserves. Une économie forte, d'abord l'économie est basée, actuellement l'économie est basée sur l'or. Nous avons des minerais d'or à l'est. Sous le règne du PURS, une raffinerie d'or devra être mise en place pour constituer ces réserves afin d'adosser notre monnaie là-dessus. Pour aller plus loin, l'affaire de l'économie aussi concerne effectivement les moyens de communication et le niveau de vie des Camerounais. Tout à l'heure, on parlait de l'énergie. Si on prend le cas de la Sonara, comment pouvons-nous expliquer le fait que le Cameroun, pays producteur de pétrole, ne peut pas raffiner son propre pétrole? Comment est-ce qu'on explique cela? C'est un paradoxe. C'est un paradoxe complet. La France, qui n'a aucun puits de pétrole sur son territoire, possède 11 raffineries. On explique ça comment? C'est un scandale. Ça veut donc dire que nous devons, dans un premier temps, avec le programme du PURS, nous allons développer la Sonara pour permettre à la Sonara de pouvoir raffiner notre brut. La conséquence sera immédiate sur le marché. Le prix à la pompe de l'essence va drastiquement chuter. Et vous connaissez que quand le prix de l'essence chute, c'est toute l'économie et c'est toute la chaîne, n'est-ce pas, sociale qui prend un coup à la baisse. Voilà un élément. On est d'accord là-dessus. Ensuite, nous allons mettre en place encore une autre raffinerie au nord. Cette fois-ci, pour les besoins de communication. Vous savez que les produits dérivés, n'est-ce pas, du pétrole font des routes. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut en termes de matières premières pour la construction de nos routes. Donc, c'est des éléments comme ceux-là qu'il faut mettre en avant et dire que cette transformation et cette sortie du franc CFA est totalement possible et qu'il ne faut pas faire de la magie pour arriver à cela. Il faudrait qu'on sorte également des paradigmes. Si vous avez votre mandat des paradigmes selon lesquels 2025, vous ne le ferez pas l'année suivante. Ça peut tenir sur 3-4 ans. C'est la décision politique qui engage les réformes et non le contraire. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais si on ne se décide pas
immédiatement à se dire, nous sortons du franc CFA à partir d'aujourd'hui, ça ne va jamais se faire. Et il faut qu'on sorte dans ce paradigme qui voudrait que pour sortir du franc CFA, c'est un processus qui est long et quoi que ce soit. Mais voilà, en 3 ans, ils ont réussi à constituer des réserves pour pouvoir sortir du franc CFA. Et bientôt, ils vont le faire. Donc, ce n'est pas une affaire... Jean-Luc, ici, vous voulez réagir sur cette question-là. L'UNDP est d'accord pour une sortie du franc CFA, mais pas, comme on dit au quartier, pas là. Il y a des préalables, le chemin n'est pas aussi rose que cela. Il faut aller méthodiquement. Le plus, parce qu'il faut de la volonté politique qui peut tout faciliter. Je vous ai dit que nous jouerons la même balle avec les touches différentes. Ça touche. Je commence par admirer l'optimisme et l'engagement politique de mon jeune frère qui représente ici un haut commis de l'État. Parce que voyez-vous, quand vous étiez bébé, on parle de Bello Bouba Maïgari, Absolument. le ministre. Et je lui fais savoir que M. Bia va gagner. Parce que ce soit Issa Chioma, que ce soit Bello Bouba, accompagne M. Bia depuis très longtemps. Il travaille beaucoup pour l'action politique de M. Bia. Donc vous comprenez que lui-même, il est le soutien de M. Bia. Lorsque je l'ai dit... Oui, bon, peut-être qu'il n'était pas informé. Peut-être que lui n'était pas informé, mais qu'il sache que M. Bello, M. Issa, sortent du gouvernement de Bia pour avoir beaucoup travaillé aussi. Peut-être qu'ils ont eu de nouvelles idées entre-temps, on va découvrir avec les programmes qu'ils vont développer. Première chose. Deuxième chose, nous on travaille au village. Il faut que ce monsieur sache que chaque conseiller municipal a une famille. Et chaque famille dit on ira voter. Compter son nombre de conseillers municipaux, son nombre de députés, son nombre de sénateurs. C'est comme ça, on appelle ça la démocratie pyramidale. À la base, peut-être qu'il y a un peu l'UNDP. C'est pour ça qu'on parle de judoka politique. C'est implanté, c'est-à-dire ma grand-mère va voter bien. C'est-à-dire au village là-bas. Oh, vous n'allez pas au village. L'implantation territoriale politique d'un homme politique, d'un leader politique. Avant d'aller voir vos histoires, bon, il y aura la fraude, oh, ils ont les appareils de l'État, ils ont les équipements de l'État, etc. Vous allez dire ça. Mais allons au village, rendez-moi visite au village. Vous découvrirez que l'implantation politique de M. Bia, personne, c'est pour ça que la démocratie de la Bolle a échoué. M. Bia peut faire 100 ans là. Parce qu'il y a représentation dans nos villages. On ne fait pas tomber un chef dans nos villages. Nous qui vivions au village, retenez-le. Bon, ça c'est une parenthèse inutile. Je voudrais saluer M. Matomba avec ses représentants parce qu'il faut évidemment... Il n'invente pas le fil à couper le beurre. L'Union africaine a des projets qu'il faut juste transformer. Quand on a voulu commencer à les transformer, l'OTAN est venu égorger M. Muammar Kadhafi. Est-ce que vous savez que l'Afrique, si, dans ses projets économiques, que le GECAM ne vaut pas habituellement, malheureusement, que les évêques ne vaut pas, les chefs d'État africains, notamment Muammar Kadhafi, M. Bia et bien d'autres, avaient décidé de mettre en place le Fonds monétaire africain, dont le siège est à Yaoundé, avec des fonds déjà disponibles. La Banque centrale, pour battre une monnaie unique africaine, qu'on appelle Afro, nos jeunes enfants doivent savoir ça, pour savoir que pour quitter le franc CFA, on n'a rien contre le franc de colonie français d'Afrique, mais on a besoin, c'est pour ça que j'ai dit, on laisse les blancs là où ils sont. Nous parlons du nationalisme et du patriotisme qui devaient nous caractériser tous. On n'est plus dans le dilatoire inutile. La banque centrale qui devrait être à Abuja devrait battre une monnaie africaine qu'on appelle Afro. La banque des investissements qui devrait être implantée à Sirte devrait jouer le même rôle que la Banque mondiale ou bien le Fonds monétaire international. Mais comme nous sommes sous l'emprise, sous la perpétuité de l'esclavagisme, certains acceptent l'esclavagisme monétaire, pendant que ce type-ci, il ne parle pas de la... Matomba peut gagner ou peut ne pas gagner. Il parle d'une vision qui devait caractériser la génération-ci. On ne devait même pas dire comme... il parle là un peu comme un de mes amis ivoiriens qu'on appelle Ouattara. Il a dit que le France va être bon. Non!
Libérons-nous, monsieur. Pourquoi on a peur? Non, mais... Attendez, ne prenez pas la parole. Pardon. Parce que moi, je vous écoute avec fidélité. Surtout si ça, la démocratie. Non, je suis prêt. Que l'UNDP diffuse. La démocratie que l'UNDP et tous les grands partis, parce qu'il y a les grands partis dans notre pays, il y a les grands hommes. C'est pour ça que nous, on les appelle les sentinelles, les gardiens du temple. Si on les compte maintenant, on commencera par les Bia, les Bérobouba, parce qu'ils sont là. Vous comprenez? Ils sont les gardiens du temple. Donc quand moi je prends parole, je ne prends pas parole comme partisan. Oui, pour aller sur le fait. Il ne faut pas être hésitant, comme vous l'avez senti. Non, aujourd'hui, encourageons tous les grands partis qui ont les jeunes enfants comme ça à changer de mentalité. La première chose, libérons-nous. N'ayons plus peur. N'ayons plus peur. Quittons le sous-développement spirituel. Débarrassons-nous des discours ambigus. Parce que dans ces discours-là, il y a une thèse qui dit que le Cameroun seul ne peut pas s'engager vers le retrait. Il faut une action communautaire. Évidemment, je confirme. La monnaie qu'on indique là. Moi, personne, j'ai un peu ça. J'ai 2000 dans ma poche là. Personne ne déteste cette monnaie. Sauf qu'elle n'est pas monnaie au sens de la valeur des devises. Je vais vous montrer une chose. Si le Japon veut créer une route au Cameroun, vous n'allez pas payer les Japonais avec les 2000 que j'ai dans ma poche là. Il faut leur devise. Or, si le Cameroun vend sa banane au Japon, le Japon paye, mais ne paye pas dans le trésor public camerounais. Il paye dans un trésor public qui se trouve en Europe. Et c'est ça qu'on appelle les comptes d'opération. Les enfants, tout le monde doit connaître ce genre de choses pour qu'on dise que non. Je ne demande pas qu'on engage le processus d'impérialisme. Je demande qu'on ait une coopération équilibrée et rationnelle. Pourquoi? Voici le monde. Portez les vraies lunettes. Tous les grands pays veulent venir chez nous. La Chine est là. Les États-Unis sont là. La France est là. La Russie vient au pas de course. Il n'y a que nous-mêmes qui pensons que l'enfer c'est ici, qu'on ira trouver le paradis au Canada. On va fuir, que le Cameroun c'est la mort. Le discours que les gens prononcent là. Or, nous prononçons le discours de ce que, tel que nous fonctionnons, oui, nous sommes dans la corruption. Corruption des mœurs, corruption des mentalités, corruption économique, commerciale, corruption, etc. Arrêtons-nous. Réinterrogeons notre nationalisme, notre patriotisme, notre éthique. Créons un pays et ça se crée dans nos mentalités. Si j'ai un jeune frère, ce type est un universitaire d'abord, vous voyez que son discours est soutenu. Ce type-ci ne doit pas prononcer le discours de ce que complexe le CFA pour quitter le CFA, ce complexe, ça. Prononçons le discours de l'idéalisme, d'engagement, c'est ça qu'il nous faut. Et profitant de la... Moi, je suis quoi candidat à l'élection présidentielle, je ne soutiens pas. Mais lui, il est toujours dans le discours de la délicatesse. Quelle délicatesse vous voulez encore? Ça durait, mon petit. Nous sommes partis d'où? Il faut toujours le rappeler. Nous sommes partis de la déportation qui a été imposée par une bulle papale appelée la Dum Diwersa. Nous avons on a déporté les nègres, c'est eux qui sont partis fabriquer les États-Unis d'Amérique. Nous, on a arrêté ça, on a dit on fait ça localement. On a appelé ça colonisation. Après, nous sommes toujours là, néocolonisation, et on plaît toujours, on se lamente. On a tous pris conscience, mais on se lamente. On dit que tout est complexe, non vraiment, allons avec délicatesse. Et ça, c'est l'hypocrisie de tous nos leaders politiques. Pourquoi? Certains pensent qu'ils seront au sommet de l'État parce qu'il a son parrain là-bas. Son parrain à Paris. D'accord. Non! Libérons-nous, travaillons pour que nous ayons une nouvelle mentalité, une nouvelle nation, pas la nation héritée de la colonisation. Libérons-nous. Comme vous voyez là, ce n'est pas compliqué, Jean-Jacques. Je suis allé dernièrement au Burkina Faso. Mais le Burkina Faso, ce n'est pas encore le paradis, ce n'est pas beaucoup, mais c'est la mentalité, monsieur. Il faut gagner la mentalité. Je vous dis, l'alliance des États du Sahel, on les présentait comme les derniers sur la carte du monde, qui sont les plus pauvres, les misérables. Mais un jour, les gens ont dit, comme on est misérable, les Ndjoundjou qui vont nous tuer là, qu'on appelle terroristes, djihadistes, tout ça, quittez! Nous allons mourir ici, quittez! Il faut que l'Afrique... D'accord. Bon, mon discours est peut-être... mais je vous dis, décidons-nous, quittons la peur.
C'est de ça qu'il s'agit. Élevons-nous sur le plan spirituel. Retrouvons les nouveaux baptêmes. Même si on a eu les baptêmes partout là-bas. Moi-même, j'ai été baptisé dans la magie occidentale. Mais ça ne m'interdit pas de chercher autre forme de baptême. Merci Jean de Dieu. Merci Jean de Dieu. Bonsoir Gigi et à tous les panélistes du plateau. Le GECAM pose les jalons sur le plan économique et social afin que les candidats n'en ignorent la portée, les tenants et les aboutissants. Bonne intervention de M. Jean de Dieu ici, de la part de Gilles Bertrand Aboua depuis Ambam, sur le directeur. On vous salue là-bas à Ambam. Bonsoir à vous sur le plateau. Papa en lunettes, vous avez raison. Son nom c'est Jean de Dieu ici. Il nous demande de regarder à travers ses lunettes. Voilà. Bonsoir à vous, bonsoir le panel et tous ces partis politiques nous ont dessus. Mieux nous acceptons encore 7 ans de calvaire depuis que nous chantons, crions à ces partis d'opposition de se réunir et ne pensent qu'à leurs égaux. Le RDPC a déjà fini sa campagne. Regardez comment ces partis se déchirent sur les plateaux. Merci Ibrahim depuis Abomban. Il a encore en idée ou en tête encore le plateau d'hier qui était vraiment la division. Bonsoir. C'est Jean de Dieu ici, ce n'est pas parfait ici. C'est Jean de Dieu ici qui parle. Il faut dire laisse ça. Jean de Dieu ici. Personne n'est ton petit frère sur le plateau. Beaucoup d'hypocrisie. Dis clairement que Biafas, ce que tu voudras, c'est ton candidat. Étant panafricaniste, comme tu le dis, laisse le bavardage. Je dis qu'il y a toujours une réaction qui va arriver. On dit laisse ça. Alors bonsoir cher consultant, merci pour ce sujet lié à la monnaie. Juste pour contribuer en disant que lorsque vous sortez du Cameroun, le franc CFA n'est plus reconnu au niveau du Maroc. On vous dit clairement là-bas, lorsque vous êtes en transit, que toutes les monnaies, sauf le franc CFA, même en Algérie, à l'un depuis le Canada qui envoie sa contribution. Pourquoi les embouteillages on fait le monsieur ici, il est très bon. Il aurait souhaité que vous arriviez un peu plus tôt, mais les embouteillages, c'est parce qu'il y a des travaux qui sont dans la ville. La ville en chantier. À Chilémé, depuis Yassa Yachika, voilà. La prochaine fois, il partira de chez lui à 14 h. Pour qu'il soit là à 17 h pile. Bonsoir le grand soir, très belle émission. Je rappelle au monsieur en chemise, je lui rappelle que Hitler avait toute une armée, mais pour finir est tombé. C'est pas l'effet d'être populaire que tu dureras plus longtemps. Même si on me donne ce pays en 10 ans, je le transformerai comme le Japon. Tout c'est la volonté, c'est Mista Tchèque depuis Ngusso. Il vous prend à contre-pied, vous qui semblez dire que la machine BIA est tellement huilée, il est non, moi je parle de faits. Dans les villages. Il faut lui dire, je parle du fait. Nous ne rêvons pas. Les faits sur le terrain, je ne félicite pas. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau Le Grand Soir. Je me nomme Xavier Djoum, depuis ma brousse natale, le MAM. Je salue la rationalité du GECAM. Nous sommes fatigués, on souffre, on n'en peut plus. Juste un exemple, j'étais à Douala la semaine dernière avec des amis étrangers. Sans vous mentir, les larmes aux yeux, j'ai eu honte involontairement. La misère d'une ville économique ainsi, point d'interrogation. Laissons même tout ce qu'on sait là. Juste l'état archaïque dans lequel cette ville économique là se trouve est catastrophique. Peut-être on ne se rend pas compte du trou dans lequel nous nous enfonçons avec ceux qui sont au pouvoir. Je n'utilisais pas votre mot. Ils sont sans foi ni loi. Ils nous voilà devant nous pour détruire toute une patrie, tout un peuple. On aurait rêvé mieux après les souffrances qu'on subit. Nos pères à travers l'esclavage et les massacres. Aujourd'hui, c'est nos propres frères qui nous font cela. Sommes-nous destinés à cette survie éternelle, peuple camerounais? Réveillons-nous, c'est un appel pratiquement, même si vous n'avez pas signé votre message. On dit homme en lunettes et votre parti, partez. Bonsoir Gisèle, le GECAM ne nous apprend rien de nouveau de leur dénonciation. C'est Georges depuis Sala. Et puis on prend ce dernier. Bonsoir monsieur le proviseur sur le plateau. Il défend sa mangeoire. Il paraît que monsieur le proviseur vous défendez votre mangeoire en disant que Bia a même déjà gagné. Le proviseur dit que lui parle des faits. Il vit au village, il voit comment ça se passe là-bas. Je n'ai pas vu à temps. J'étais en route pour... D'accord, c'est pas grave. Prenez le bout d'émission que vous avez pu trouver. On va faire un dernier tour de table sur la question et la sortie du GECAM. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus sur la marche vers la souveraineté monétaire?
Avant tout, Jean-Jacques, j'ai envie de, en sortant de là, de repréciser un certain nombre de choses. Comme, heureusement que vous m'avez suivi religieusement et vous avez bien fait de contextualiser à chaque fois qu'on a essayé de faire des digressions. Nous, au Cameroun, nous avons au moins en communauté les souffrances que nous avons. Et je suis content qu'à l'entame des propos de Jean de Dieu ici, il a bien fait de mentionner qu'il était bloqué dans les embouteillages et il donne raison quelque part au JICAM avec les méfaits ou alors les difficultés que le JICAM a dénoncées dans sa sortie. Donc, pour dire quoi? Pour dire que l'UNDP ne peut pas être en marge des questions fondamentales de la société qui est la sienne. Donc, la monnaie, comme d'aucuns ont voulu le comprendre, je ne dis pas que la question de la monnaie n'est pas une question importante, mais c'est tout simplement que moi, j'essaye de vous dire qu'il faudrait quand même qu'on n'aille pas très vite dans le populisme en disant que dès que nous sommes élus président de la République, le 12 octobre, peut-être un mois après, nous allons sortir du franc CFA parce qu'à la base, nous avons la volonté politique nécessaire. Cela ne suffit pas. Il y a des préalables. Il y a des préalables. Il faut le dire aux Camerounais. Ils sont identifiés, ces préalables. Il faut dire ça aux Camerounais. Oui. Vous pouvez être doté de toutes les bonnes volontés politiques nécessaires, mais cela ne suffit pas. Il faut dire également aux Camerounais que voilà où nous voulons aller. Et voilà la volonté politique nécessaire. Pourquoi est-ce que je le dis? D'ailleurs, pour le dire, je convoque même quelque part, lorsque nous parlons de la révision de la Constitution pour, par exemple, pour faire descendre l'âge électoral à 18 ans. Pourquoi est-ce que nous avons indiqué qu'il faut d'abord aller vers la réforme de la Constitution, ne serait-ce que pour cette mesure-là? Parce que on aurait pu tout simplement dire que oui, nous allons abaisser l'âge électoral, mais nous avons indiqué qu'il faut la révision de la Constitution. Vous êtes un peu plus méthodique, c'est ça? Vous ne voulez pas faire populiste? Il faut dire aux Camerounais la vérité. C'est d'abord de cela qu'il s'agit. Et maintenant, en sortant également de ce pan-là, j'ai envie de dire quelque chose à M. Aïssi, ou alors avant cela, je dis à mon ami Dupuis que M. Aïssi sur le plateau, après toute cette belle démonstration, vous a quand même dit que ni vous ni nous n'allons gagner l'élection présidentielle du 12 octobre. Et que c'est le candidat actuel du RDPC qui sera élu vainqueur. C'est son avis. Mais je crois que cela devrait quand même vous titiller quelque part sur ces démonstrations. Alors j'ai envie maintenant de dire à M. Aïssi qu'il m'a brillamment parlé de son village, de tout son soutien et de toute la présence dans son village de manière structurelle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. J'ai envie aussi de lui dire qu'il a parlé de son village, il n'a pas parlé du mien. Moi, mon village est à des milliers des centaines de kilomètres d'ici et chez moi, tout est aujourd'hui à vert. D'abord, on ne connaît pas Biya? Non, Biya existe. Biya a même des ministres de ce côté-là. Mais sauf que dans son village, à la différence de à l'extrême nord? À l'extrême nord. Moi, je suis né à Kaélé, dans le département du Mayokani. Et dans le Mayokani, vous pouvez vous renseigner. Il faut juste consulter les fichiers d'Elections Cameroun. Vous allez vous rendre compte que la bataille a toujours été rude de ce côté-là, entre l'UNDP et le RDPC, pour ne citer que on entre dans la bataille du Nord, là, tout à l'heure. Donc, dans d'autres villages du Cameroun, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, comme je le dis et je le maintiens, la dynamique du changement est en marche. Dire simplement aujourd'hui aux Camerounais que l'élection présidentielle n'est en réalité qu'un rendez-vous constitutionnel et que au soir du 12 octobre, le candidat du RDPC sera élu ou alors réélu, n'est qu'une déclaration. La réalité est tout autre. Nous avons en commun ou alors nous avons en communauté une souffrance. Vous dites que c'est la réalité. Jean de Dieu ici a également parlé de réalité sur le terrain. Je ne sais pas quelle sera la bonne réalité lorsqu'on fera le décompte sur le terrain. On a fini. Lorsque vous parlez tout à l'heure des batailles, etc., quelqu'un d'autre aussi avait dit que la dernière élection du président de la République actuelle a bénéficié de 45%, en gros, dans l'ensemble, dans la partie septentrionale du Cameroun. Et c'est cette partie aujourd'hui qui est la plus bouillonnante qu'il y a sur le territoire national. D'accord, vous nous permettez de faire la transition justement au niveau de la population. On passe à la bataille du Grand Nord, même si vous gardez encore la parole. Bonsoir, Monsieur Zé, bonne émission. Je dis merci à Monsieur Aïssi. Voilà les gens dont on a besoin sur le plateau et non le communicant du R. Ils ne sont même pas là aujourd'hui. Vous voyez tous les communicants du PC qui crient pour rien. Jean, vraiment, il faut être tolérant. S'ils crient pour rien, il faut leur dire qu'ils ont crié pour rien lorsqu'ils sont sur le plateau. Bravo aux représentants du PURS. Le rayonnement du Cameroun passe inévitablement par l'acquisition de sa souveraineté. Aucun pays au monde ne s'est développé avec une monnaie étrangère. Le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud ont tous leur monnaie. C'est Niamey depuis Tchamena, je crois qu'il voulait écrire
N'Djamena. Mais on a compris l'essentiel, dit qu'aucun pays ne peut se développer, ne s'est développé jusqu'à présent sans avoir sa propre monnaie. Il est d'accord avec le représentant du PUS. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonne émission. Je voudrais juste dire d'exclure tous ceux qui ont travaillé avec le président en place actuellement. Par conséquent, ils ne peuvent rien produire de bon au Cameroun. Il faut les exclure totalement de la course à Etoudi. Ce sont eux qui félicitaient la gouvernance du président actuel. Venir chercher à nous convaincre aujourd'hui de les voter, c'est totalement insulter notre sagesse. Punish depuis Sanvelima qui vous écartez, hein, dit que ne cassez pas le plat après avoir mangé. Voilà, on est déjà dans la bataille du Nord. Réaction par rapport aux dernières sorties concernant la première thématique, oui, Jean de Dieu. Je voulais dire juste quelques dernières choses. Je voudrais féliciter déjà l'UNDP qui va gagner avec cet enthousiasme du frère, c'est bien, mais je vais souhaiter, ce que nous on souhaite, tous les gagnants ou tous les perdants seront les Camerounais. Oui, et nous autres, nous pensons que les gardiens du temple, comme Issa Chiroma Bakare, comme Bello Bouba, comme Bia, etc., nous ne parlons plus de vos élections du 12 octobre. Nous parlons de quel Cameroun, vous là, les Bello Bouba vont nous laisser. C'est ça qui nous préoccupe là aujourd'hui. Oui, oui. Ben, me dire que Bello Bouba va gagner dans son pays, dans son village là-bas, avec mon petit frère, je ne suis pas contre cela. Au contraire, mais je dis que après avoir gagné là-bas, qu'ils perdent ailleurs tout simplement, ils seront des gagnants et des perdants. Et non, on pense. Quel Cameroun, les héritiers, vous les avez appelés héritiers de Léopold Ojola, oui, les héritiers de la colonisation. Quel Cameroun voudrait-il nous laisser? Le Cameroun que le GECAM a... Et le GECAM, je n'ai pas critiqué un seul instant, une seule ligne du GECAM. J'ai dit que le GECAM s'est limité à un niveau, devrait même parler simplement et progresser avec les grands projets de l'Union africaine. Parce que ce sont les grands projets qui sont restés lettres mortes. Et vous ne verrez jamais un évêque... Ils sont morts avec Kadhafi. Vous ne verrez jamais un évêque prendre parole lorsqu'on égorgeait Kadhafi. Vous ne verrez jamais les leaders politiques s'y prendre parole pour commencer à parler comme Matomba. Mais ça a félicité. Je vous dis la vérité. Même si Matomba ne gagne pas comme l'UNDP pour devenir président de la République, il y aura un impact. Il vient de poser... Parce que vous avez vu, début de candidature, vous avez vu un type est sorti là, il a posé le problème enseignant. On a résolu son problème d'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas résolu le problème des autres enseignants entre-temps, parce que pour moi, ça c'est une parenthèse que je vais fermer rapidement. On a fait comme si c'est le ministère des enseignements secondaires qui se trompait. Et que le ministre de la fonction publique et le ministre des Finances, ils sont trop bons pour accompagner ce type. Je n'ai pas aimé ça. S'il y a un problème qui concerne des enseignants, gérer ce problème selon la réglementation en vigueur. D'accord. Ça, c'est une parenthèse. Donc, je dis les leaders qui sortent du lot. Il est sorti du lot, ce leader, avec une mauvaise candidature. Bissiping? Oui, M. Bissiping est sorti du lot et on l'a retenu. On ne le connaissait pas. Tout comme M. Matomba vient de gagner l'élection avec ses intentions. C'est des intentions projet. C'est une vision à long terme. Quelle Afrique voulons-nous? C'est ce que Matomba dit. Je crois que Matomba est désormais aboyeur et brailleur comme nous. Et c'est intéressant. Qu'on ne l'écoutera pas? On l'écoutera, non. Ceux qui ne veulent pas l'écouter, qui vont vous dire que non, quitter la monnaie, c'est une affaire compliquée, etc. Mais ils vous disent que... Ils vont vous dire que nous, on a des vrais problèmes. On veut l'électricité, on veut les choses là. Or, il faut les leviers de souveraineté avec une démographie considérable, avec la mort de l'intangibilité des frontières, avec la mentalité du nationalisme. N'ayez pas peur, libérons-nous. Comme l'Afrique de l'Ouest nous fait la leçon. Quittons les intentions d'il y a que, oh, que dira Paris? Que dira Washington? On se cache. Dès qu'ils ont dit mais que... ça compte toujours, non? Oui, Paris, ça compte parce que nous nous considérons... Comment vous réagissez quand on nomme un ambassadeur je vais vous donner... au Cameroun? On a l'impression qu'il y a un nouveau maître qui est arrivé et qui va nous surveiller lorsqu'on ira au bar, au snack bar, et qu'il y a un nouvel ambassadeur. Est-ce qu'il est militaire? Est-ce qu'il n'est pas militaire? Il y a toute une réflexion parce qu'il y a un ambassadeur qui est arrivé. Lorsque vous êtes en train de le dire, vous venez de me faire couler une larme. L'Afrique
l'Afrique ne mérite pas cela. Au ce moment où nous parlons, l'Afrique mérite un nouvel éveil. La Chine, tous ces pays ont été, ils ont été petits pays. Le Japon a été petit pays colonisé. Mais il y a eu une révolution. La Chine était ce que vous connaissez, l'histoire de la révolution chinoise. Pourquoi l'Afrique ne peut pas faire trembler le monde entier? Mais vous voyez bien que l'Europe est à genoux devant l'Amérique qui décide d'aller résoudre le problème en Europe, c'est-à-dire en Ukraine. Et vous voyez la petite Europe, elle est petite là. Tous les leaders, vous les avez vus assis. Or, l'Afrique également peut observer cette attitude du monde entier. La pluripolarisation du monde devrait nous permettre de faire les vrais partenariats qui sont vraiment stratégiques. Un. De deux, qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de faire? Est-ce qu'on a une mentalité de développement? C'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Donc profitons de l'élection présidentielle. Que Bello Bouba soit président ou qu'il soit en train d'accompagner M. Bia, si M. Bia gagne, ça ne pose aucun problème. Le problème qui est le nôtre, nouvelle génération, que devient le Cameroun après 2031? Je sais de quoi je parle. Enfin, quand je parle de 2031, vous voyez que non, on n'est pas... C'est celui qui gagnera en 2025. Les 5 ans qui suivent. D'accord. Bonsoir Jean-Chef. Et ainsi qu'à tout ton panel, ces analyses et propositions du GECAM auraient été plus pertinents si les évolutions à leur niveau étaient en ligne droite avec notre indépendance économique et industrielle, par des exemples des investissements dans le domaine du raffinage, du pétrole, comme l'a fait Dangote au Nigeria, des investissements dans la transformation pour maximiser la production et réduire la dépendance sur les importations. Le GECAM a la capacité d'engager des leviers en termes d'investissement. Par ailleurs, nos leaders gagneront à être réalistes en termes de programmes de transformation. Et pour la monnaie, le préalable est une économie active. Comme préalable, une économie active. Bonsoir, le grand panel. Où as-tu retrouvé M. Aïssi? Oh, monsieur le proviseur en vacances. Nous le cherchons, mais on peut l'écouter tous les matins sur Royal FM. D'ailleurs, il partage ses chroniques chaque matin. Alors, nous avons tourné le dos au RDPC, au Nord. Si le RDPC veut gagner à nouveau notre confiance, que le champion nous prouve que c'est lui qui nous gouverne, pas ses anciennes photos. Bon, s'il sort là demain, il vous dit que c'est lui qui gouverne, le Nord revient. Soutenir Oukanda, qu'il fasse le tour des 10 régions pour sa campagne. Issa de Yagoua. Donc voilà, lui, il pense que si le président sort là et qu'il prouve que c'est lui qui gouverne, eh bien, il n'y a plus de problème. On refait la paix et on le soutient. Bonsoir, M. Jean Laxé. L'industrialisation est le sel du développement. Nous constatons aujourd'hui que l'économie du Cameroun repose essentiellement sur l'agriculture, ce qui n'est pas mal, mais ce modèle ne nous a servi à grand chose. Il faut changer de paradigme. Autant le plaidoyer du GECAM est fondé, autant les développements, les pensées proposées par le PUS sont pertinents. Que le peuple camerounais fasse confiance à cette jeunesse montante et au programme du PURS qui, à mon avis, est très alléchant. Docteur Béni Luc, il ne nous a pas dit s'il est militant ou pas, mais il a apprécié les propositions du PUS. Bon après-midi, belle émission. Chapeau à Jean de Dieu Aïssi pour son pragmatisme justin depuis Berthois dans le soleil levant. Bonsoir à vous au plateau. Moi, je pense que le GECAM a totalement raison. Le plague RDPciste Jean de Dieu Aïssi ne peut qu'avoir ce langage, car depuis sa nomination, en tant que... il a pris du poids. Ah d'accord. Vous voulez qu'il ne prenne pas du poids. Il a aussi pris l'âge. Je le connais depuis Siantou. Ces élections ne seront pas comme les autres. Celui qui va tenter de blaguer avec ma voix va comprendre. Guidola, depuis Nkwabang, on ne blaguera pas avec ta voix. Il faut aller voter, effectivement, pour que ta voix compte et il faut surveiller le... Il dit que je suis agro. Oui, mais est-ce que ce n'est pas le vrai? Il ne va pas que j'ai vieilli. Ma participation à ce plateau, je voudrais juste attirer l'attention de tous que nous, au Nord, nous savons tous que le PUS est allié au RDPC et nous sommes prêts pour élire le président de l'UNDP au soir du 12 octobre 2025. C'était nous qui avons toujours donné la victoire à Paul Biya et maintenant on dit ça suffit, ça suffit. Ojipatan, ça c'est le patois déjà. Ojipatan. Voilà, Ojipatan. Ojipatan, ça c'est un terme qui est courant au Nord pour dire qu'ils descendent seulement, tous ces gens-là. Donc c'est fini. Oui, c'est la rupture. D'accord. Y a-t-il une bataille du Nord? On a l'impression qu'on parle du Grand Nord comme
cette femme qu'il faut séduire, tout le monde a les yeux là-bas. Quelqu'un dit que c'était plus de 40% au profit de Biya en 2018. Et donc, c'est un électorat très important et même particulier dans le Nord. C'est le regard que Bruno a au PURS? Déjà, il faut préciser et dire que le PURS n'a jamais été allié, n'est-ce pas, du RDPC. C'est plutôt l'UNDP qui est allié. J'ai l'impression que vous faites l'équipe sur le plateau. Il faut préciser cela parce que ça peut ici à confusion. Vous faites un peu équipe, on dirait. Ça peut de temps en temps. Nous ne faisons pas équipe, nous avons seulement les visions qui sont convergentes. C'est la vision qui est convergente. Avant ce soir, je n'avais jamais rencontré le grand frère. Mais nos idées, effectivement, concourent à ce que nous puissions développer. Donc, parlant donc de la bataille du Grand Nord, je voudrais peut-être nous interroger, n'est-ce pas, les critères qui poussent les personnes à penser que la bataille du Grand Nord sera, je ne sais pas moi, spéciale. Et qu'elle est déterminante. S'il faut revenir un peu aux chiffres sur la densité électorale de tout l'étendue du territoire. Il faut dire que la partie la plus dense en termes de bureaux de vote, c'est le centre, avec à peu près 6 000 bureaux de vote. Suit l'extrême nord, avec quelque chose comme 4 000. Ensuite, c'est le littoral, qui est un peu moins que le nord, mais toujours dans la zone des 4 000. Et après, c'est l'ouest. Donc, ces 4 régions, à elles, cumulent à peu près la moitié, n'est-ce pas, de l'électorat camerounais. Donc, dire qu'il y aura une bataille au Grand Nord, je voudrais comprendre sur quels critères est-ce qu'on se base. Parce que sur ce que je viens de citer, il n'y a que l'extrême nord qui représente un vivier ou bien une densité conséquente pour dire qu'il y aura une bataille de ce côté-là. Donc pour nous, si le débat c'est sur la représentation en termes de densité électorale, c'est complètement à côté de la plaque. Maintenant, s'il faut ramener ça au niveau des personnes, c'est-à-dire qu'au niveau des candidats à l'élection présidentielle, s'il faut regarder maintenant ceux qui sont investis de ce côté-là, on voit qu'il y a Issa Chiroma et il y a Bilobo Bagari. Maintenant, est-ce que cette bataille-là, qui sont tous de la région du Nord, voilà. Maintenant, est-ce que c'est donc une bataille, j'ai envie de dire fratricide, ou bien c'est une bataille pour dire le jeu électoral va se jouer, n'est-ce pas, au niveau du Grand Nord et précisément au nord précis. Donc il faut véritablement poser ces jalons-là pour dire définitivement que dans l'un des cas ou l'autre, il n'y a véritablement pas d'enjeu. Parce qu'une élection, c'est d'abord la rencontre entre un homme et un peuple. Autrement dit, c'est ce que vous aurez dégagé comme élément de campagne, c'est ce que vous aurez dégagé comme élément de conviction du peuple qui va vous amener justement à la magistrature suprême. Comme pour dire que votre appartenance ethnique, quoique le vote au Cameroun n'est pas, le vote ethnique au Cameroun n'est pas négligeable, mais il faut également préciser que si on veut gagner une élection au Cameroun, on doit pouvoir compter sur l'ensemble des acteurs autour du territoire national, pas seulement se cantonner à une ou deux régions. Maintenant, s'il faut regarder l'assise de des différents partis politiques, parce que je vais globaliser la chose, s'il faut regarder l'assise des différents partis politiques sur le point de vue national, on va seulement se rendre compte que le jeu ne va pas se limiter au Grand Nord. Le jeu va effectivement être élargi à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des acteurs politiques. Donc, résumer la bataille électorale au Grand Nord serait même diminuer l'élection présidentielle qui est en cours. Donc je crois qu'il faut peut-être changer de paradigme, élargir la question et poser les véritables critères sur les batailles qui vont avoir. Généralement, quand on parle de la bataille du Grand Nord, on affiche quelques visages. On met Bilobo, on met Issa Chiroma Bakari, on met Cabral Libi, on met Paul Biya. On ne pense pas à vous là-bas. Pourtant, ce serait une grosse erreur. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de croire que le PURS, actuellement, c'est pratiquement le seul parti politique au Cameroun qui possède une assise nationale avec des représentations régionales dans au moins 8 régions du Cameroun. Donc, si c'est pour parler de l'assise nationale et des représentations, le PURS est effectivement représenté au nord,
dans l'extrême nord et dans Adamawa pour citer cette partie. Il faudra compter avec Matomba dans cette partie. Donc cette bataille-là, peut-être que c'est pour jeter les projecteurs sur un certain nombre d'acteurs, mais il ne faut pas oublier que dans cet ensemble-là, il y a également des personnes qui ont travaillé et qui ont également une assise, même dans ces bastions qui se réclament être de certains candidats. D'accord. Siadiou, est-ce qu'il faut regarder l'élection présidentielle dans le Grand Nord d'un œil particulier? Le Grand Nord est-il aussi déterminant en 2025 qu'il l'était en 2018? J'ai envie de dire que le Nord a été déterminant en 2018, a bien été déterminant dans les années passées et en 2025, le Grand Nord le sera. Je ne vous dirai pas que c'est avec plaisir que je le dis, mais c'est une réalité géographique, c'est une réalité de la sociologie électorale camerounaise avec laquelle il faut faire. Il faut tout simplement conjuguer. C'est de cela qu'il s'agit. J'ai envie souvent, lorsqu'il faut parler de, des débats sur les questions de représentativité, je veux dire géographique, etc., préciser que je ne suis presque jamais, vous avez peut-être pu vous rendre compte que j'ai un peu du mal à aligner les mots lorsqu'il est question de parler de géographie, etc. Lorsqu'il est question de donner peut-être des connotations ou d'attribuer des connotations un peu plus ou moins ethniques à des formations politiques, lorsque le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès rentrait au Cameroun le 17 août 1991, il a été à Douala. Sa toute première sortie ou son premier meeting a été à Douala. Et l'UNDP a son siège à Yaoundé. Donc, ce qui fait que, s'il faut parler de parti national, l'UNDP, comme on dit, Union nationale pour la démocratie et le progrès, d'ailleurs, du Cameroun à l'époque, mais devenu UNDP quelques mois après, juste avant son officialisation, le 25 mars 1991. Donc, ça, c'est pour préciser les choses. Maintenant, par peut-être circonstance... L'UNDP n'est pas un parti du Nord. Non, pas du tout. C'est un parti national. Je voudrais préciser cela parce que c'est pour cela que j'ai des camarades qui sont même des élus à travers tout l'étendue du territoire national, peu importe la géographie. Donc, parmi les meilleurs scores d'ailleurs que l'UNDP a fait de son histoire, il y a le score que l'UNDP avait fait dans le sud-ouest en 1992. Et 13 députés et la région de l'Est aussi. 13 députés sur 15. Et dans la région de l'Est, à l'époque, je crois que nous avions 4 députés. Et dans la Damawa et dans le Nord, où nous avons raflé la totalité des sièges là, c'est peut-être par concours de circonstances, comme je le disais. Mais d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, changer peut-être la mentalité de la sociologie électorale camerounaise. Donc, une fois que j'ai précisé cela, j'ai envie de vous dire que au jour d'aujourd'hui, la géographie camerounaise, c'est qu'elle est. Quand vous allez au nord, parce que des gens ne le savent même pas, mais ceux qui font le nord comme vous le savez très bien. Vous allez au nord, il y a des Peuls, il y a des Mundang, il y a des Giziga, il y a des Tupuri, il y a des Maka, Laka, il y a tellement d'ethnies qu'il y en a peut-être dans le reste du Cameroun. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'est pas question d'ethnie d'abord au nord, mais une question plus peut-être de l'appartenance géographique. Et sauf que cette géographie-là, elle peut-être est faite de 3 régions, la région de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Et en matière de densité, c'est quelque chose d'assez important. C'est pour cela que vous avez vu lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat du RDPC... Densité électorale ou densité en termes de population? Non, électorale. Lorsqu'on fait la somme de 3 régions, il est difficile de trouver... Les autres régions ne peuvent pas... Il faut même aller jusqu'à l'Est. Moi, j'ai envie, je dis même seulement la Damawa, mais même à l'Est, vous savez bien comme moi que l'Est se confond quelque peu avec un peu la Damawa, voilà, une partie de l'homme direct. Je sais, voilà, exactement. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ce qui fait que vous ne pouvez pas trouver ce sentiment-là de l'appartenance à une même communauté dans peut-être prenant 2 régions réunies ayant le même sentiment au Cameroun. Donc, on ne peut pas changer cela. Donc, du moment où on ne peut pas changer cela, ce qui fait que, comme je le disais, la dernière élection présidentielle de 2018, vous avez vu que le candidat du RDPC avait fait une seule sortie. Et c'était où? C'était dans la région de l'extrême nord à Maroua. On dit la fille aînée du renouveau, dit-on. Et pourquoi? Parce que justement, cet électorat, il ne fallait pas
quelque peu joué avec cet électorat-là. Mais il n'était pas inquiet, hein. Vous étiez là, le FSNC était là, le MDR était là, il fallait, j'imagine, pour le RDPC, essayer de rassurer l'électorat de ce côté-là. Donc, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, vouloir peut-être occulter ce fait-là, se faire à soi-même. Est-ce que les réalités de 2018 sont celles de 2025? Maintenant, les réalités de 2025 sont même encore plus, peut-être, et sont plus parlantes que celles de 2018. Parce qu'en 2025, tout à l'heure, moi, c'est quelqu'un qui vous a écrit, vous disant qui vous disait que la 2025 ne sera pas 2018. Les choses ont changé, les choses vont changer dans ce pays. Je suis content. Mais ça ne change pas en termes de bloc. Ça change plutôt en termes d'émiettement. Il y avait un bloc derrière le candidat du RDP, c'est en 2018. Maintenant, tout le monde est candidat. Chacun porte sa croix de ce côté-là. Tout d'abord, nous n'en savons rien parce que nous sommes encore à quelques semaines de l'élection présidentielle. Tout est possible. Il est possible d'avoir un bloc. Maintenant, ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose est que dans ce bloc-là, vous ne pouvez pas occulter aussi le fait qu'il y a un parti comme l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui contrôle dans ces régions que nous avons dit, une région, qui a le contrôle d'une mairie de ville, qui a eu environ 7 députés à l'Assemblée nationale, dans cette partie du Cameroun, qui a environ 15 communes à sa gestion. Donc ce qui fait que ce parti politique ne va pas à cette élection, d'abord sur le plan national, comme n'importe quel parti politique, mais surtout lorsqu'il est question du débat, peu importe lorsqu'on parle des batailles dans des différentes régions. Et vous allez vous rendre compte que dans les différentes, peut-être sortie du candidat Bello Maïgari, même si vous allez à Obala, je dis bien Obala, vous allez vous rendre compte que même de ce côté-là, l'UNDP est présent pour participer à des batailles. Il ne s'agit pas uniquement des batailles. Alors, est-ce qu'il faut regarder d'un œil particulier le comportement des électeurs dans le Nord pour l'élection présidentielle 2025, Jean de Dieu? Mon frère croyait que j'étais en équipe ou en concubinage avec l'Opus. Alors, voyez-vous que je vais me poser sur ses épaules pour mieux sauter. Le grand parti est celui qui a des élus locaux, des élus au Parlement, dans tous les territoires. Le discours de la démocratie de la bolle, c'est le discours de la division. C'est parfois le discours de la prédation ou des prébandes. C'est ce que nous refusons. C'est pour ça que nous imaginons une autre forme de démocratie juste après vos élections du 12 octobre. Parce que vous vous divisez pour rien. Ce qui vient de dire, évidemment, il y a l'UNDP même dans mon village, il faut se le dire. C'est pour ça que quand j'appuyais le représentant du PURS en démontrant qu'ils sont des grands commis de l'État, que Bello Bouba gagne, ou que ce soit Issa Chouma, ou que ce soit Bia, il me semble qu'ils seront. Un peu, vous vous rappelez, il y a eu une période où il fallait 6 députés pour que la majorité revienne. Le MDR a donné ces 6 députés. De Dakole Daïsala. Dakole Daïsala. Donc il n'y a pas bataille au Nord. Voilà. Il y a tout simplement jeu politique. Et ces jeux politiques ont des enjeux qui vont se déterminer. Tout comme vous avez un faux débat sur la coalition obligatoire, la coalition visible. Alors que je vous dis qu'il y a des coalitions subjectives. C'est-à-dire rien n'interdit que officiellement il n'y a pas de coalition. Mais dès que soit le RDPC gagne, personne n'interdit ça Chiroma ou Bello Bouba de repenser la vie politique du Cameroun en accompagnant encore. Et là vous allez dire que son discours a changé. Non. Le discours politique, il est ambivalent, il est dynamique et ça crée des dynamiques configurationnelles. Et ces figures qui se tiennent, figura cum, c'est-à-dire que les figures qui se tiennent permettent que les coalitions soient subjectives et invisibles. Il y a coalition. Donc le débat que vous créez, bataille politique ou non, il n'y a pas. Le RDPC, par exemple, qui est au pouvoir, a des représentants à la Damawa, au nord, à l'extrême nord, beaucoup de conseillers municipaux. Je ne les compte pas. Enfin, moi, je ne suis pas... On va dire beaucoup. Je ne suis pas venu représenter le RDPC ici. Même comme c'est les faits. Moi, je parle de la réalité, les faits. Oh, quelqu'un va dire que je suis déjà très gros.
Oh, ils ne voient pas que j'ai également vieilli. Tout comme je leur dis habituellement que non. Quand je parlais comme brailleur et aboyeur, personne ne m'a envoyé là-bas. Laissez-moi parler aujourd'hui. Comme je parle là, avec une liberté. Pourquoi vous n'êtes pas alors démocrate? Alors vous dites que vous faites la démocratie. Laissez-moi parler aujourd'hui comme aujourd'hui, parce que j'ai parlé hier comme hier. Et moi j'ai eu les ennemis dans les ambassades et ils n'ont pas eu. Après, on commence à parler comme l'autre qui disait je vais aussi voir mes enfants grandir. Qui vous a dit que je n'ai pas d'enfants? Donc le discours d'il y a celui de division, bataille du Nord, bataille de l'Ouest, tout ça là. C'est le discours de la division. Et je dis surtout, bon, enfin, ma préoccupation dans ce pays, c'est la préoccupation éthique. Quand j'enseigne les enfants, parce que soit dit en passant, je suis enseignant, quand j'enseigne les enfants de ce pays, je ne veux pas savoir qui vient de l'extrême nord, qui vient de la Damawa, qui vient de Bonzout, ou bien qui vient de je ne sais pas où. J'enseigne les Camerounais. C'est pour ça que je dis, diffusons des messages forts qui vont obliger les Camerounais à se reconnaître. Comme il est là, ce type. Regardez comme il est beau. On peut encore savoir qu'il y a une facette du nord ou de l'extrême nord. Non, nous sommes, créons un autre esprit. Même en politique, arrêtons de dire que le nord est plus important que le centre ou le sud. Parce que c'est l'impression qu'on a eue. Cette impression. On écoute les gens, on dit que ouais, on a pesé 40%. Et je vais vous donner la genèse. Je vais vous donner la genèse de ces élucubrations qui ont été relayées par Wikileaks une fois. On vous disait le pouvoir qui partira du nord pour le centre sud et repartira au nord, tout ça. Les gens se fixent ce qu'on appelle les préjugés séculaires. On attribuait ces élucubrations à un haut comité d'État. Il vient encore Amadou Ali. Non. Ah d'accord, bah, je ne sais pas. Donc Amadou Ali, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il n'a pas dit? C'est des instruments de division. Ça a été retenu comme ça à Wikileaks. Et on écrit, les autres écrivent votre histoire avec leur narratif. Et nous aussi, on va dans ce sens-là. Et on profite d'une circonstance comme celle-ci pour insulter les leaders politiques. Ils sont incapables de se coaliser, de se mettre ensemble. Laissez les gens qui ont une allure, une procédure, des jeux politiques avec leurs enjeux, leurs intérêts d'abord personnels. Comment voulez-vous que ce type qui vient défendre la souveraineté totale du Cameroun soit en harmonie avec un autre qui est encore pondéré? Parce que M. Bello Bouba est pondéré. Il peut prendre parole et le jeune frère fait exactement ce que son leader veut. M. Bello Bouba ne prendra jamais parole comme ça de manière solennelle et parler comme le leader du Burkina Faso. Il a un meeting demain. Hein. Il ne peut pas parler. De toutes les façons, on va regarder dans le meeting de demain. Si Bello prend parole et commence à parler comme ce monsieur, ou bien comme le leader du Burkina Faso, c'est que les données ont changé. Donc, Arnaud comment il y a peut-être un bon again, hein, un nouveau Bello. Non, n'attendez pas ce type de Bello. Attendez un haut comité d'État. Et on m'a dit, ce régime, c'est un membre m'a dit, non, arrête d'abord le discours sur la monnaie. Parce que nous, on fait. Nous sommes pragmatiques. Mais vous parlez là-bas. Nous, on fait ce qu'on fait. Et j'y crois pourquoi. Parce que j'ai vu quelques résultats. J'ai vu que ces gens-ci, sans parler, comme nous, ont repris le port autonome de Douala en paix. Je me suis rendu compte que, ben attends, ils disent la vérité. Et ils font ce qu'ils peuvent faire. Tout comme on m'a dit dernièrement que la problématique de l'électricité, on va revisiter les conventions avec AS Sonel. Il paraît qu'ils font. Tout comme nous, ils m'ont dit que non, ils vont faire. Parce que nous, on parle de souveraineté avec brutalité. Tout à fait. Mais, brutalement, on vient m'informer doucement. Écoute, est-ce que tu sais que l'arrivée de Fillon, là, l'arrivée de Hollande, là, c'est que le type, là, a refusé de signer, de signer encore les accords depuis le 26 décembre 2020. Donc, le type, là, il fait. Après, on me dit que non, même la Sonara que tu es en train de créer là, sur les toits, là, partout, là, il paraît qu'il y a d'autres réflexions. Il y aura une autre forme de Sonara là-bas. Il y aura d'autres. Et donc, je me calme déjà. C'est pour ça que quand les gens disent que je suis gros, c'est pour ça que je parle plus avec violence. Ils ne savent pas que moi, j'ai déjà d'autres types d'informations qui m'obligent à tempérer comme M. Belobouba. Finalement, vous m'avez choisi. Je vous ai rejoint. Donc, on va sortir l'émission. Bonsoir, Bataille du Nord, coalition, tout ça m'amuse, puisque tout est à refaire dans ce pays où le peuple est pris en otage. Non, l'enjeu est plus humain que politique. Innocent Ntchénéza depuis Douala. Bonsoir. Il y aura effectivement une bataille du Nord à considérer comme Grand Nord. Bello Bouba et Tiroma vont se neutraliser au profit
du MDR et du RDPC qui gagneront dans cette partie du pays et par ricochet dans l'ensemble du Cameroun. C'est M. Douran. Il met entre parenthèses MDR pour préciser qu'il est justement du MDR que l'alliance RDPC-MDR va triompher dans le Grand Nord. Salut le panel. Il y a plus d'ambassadeurs d'ambassades occidentales en Tanzanie qu'au Cameroun, mais la Tanzanie a sa propre monnaie. Les Camerounais y vont en aventure. Certes, le nord du Cameroun a accompagné le RDPC dans la mauvaise gestion du pays, et le RDPC le leur a bien rendu. Bonne route, bonne école, sécurité. Ils se plaignent donc de quoi? En quoi est-ce que le Nord représenterait le plus grand nombre d'inscrits? Leur soutien à Bello et Tiroma ne reposera que sur le facteur tribal, car ces deux personnages n'ont servi que les leurs. Voilà un pays où on insulte un président pour son âge et les jeunes soutiennent des personnes de plus de 70 ans. Allons seulement. Et il n'a pas signé son message. Il s'appelle Allons seulement. Le plus 33, ça vient de la France, justement. Allons seulement, la bataille du Grand Nord, oui et non, du Nord, car le septentrion couvre la Damawa. Oui, vous avez compris ce qu'on voulait indiquer en disant Nord. Issa Tiroma et Bello Bouba ont une mission d'aller jouer le jeu politique, à savoir l'illusion démocratique. Si les deux étaient sérieux, ils devaient militer pour une coalition. Gilles Bertrand Aboua depuis Ambam qui partage cette émission avec nous là-bas à la frontière. Bonsoir le panel. Depuis que Jean de Dieu Haïssi est aux affaires, il ne critique plus le régime Joseph Mani depuis Ngaoundé. Il vous a dit quelle est sa position là maintenant. C'est que lui, il a d'autres types d'informations qui imposent une certaine posture. Tu poses des questions comme un indique. Tu sais très bien, le peuple ne veut plus de ce... Non, il n'y a pas de bêtises sur ce plateau. Moi, je ne suis même pas dans les bêtises. Moi, je suis un maca. Là, vraiment, il ne faut pas mélanger tout. Bonsoir, bien le bonsoir. Je suis un jeune Camerounais vivant en Allemagne. J'aimerais savoir ce que le monsieur en lunettes et son parti ferait si un candidat de l'opposition engageait un référendum contre le RDPC. Bon, je ne sais pas trop quel est lunatique, nous trois. Quel est le sens de la question? Maintenant, nous qui avons des lunettes, de qui s'agit-il? Peut-être celui qui parle le plus, hein. Peut-être Jean de Dieu qui est partagé. Alors, le président de l'ANPC, bonsoir le panel. Paul Biya reste toujours avec ses alliés. C'est le président national de l'ANPC, M. Amadou Aminou, qui envoie ce message et nous propose d'ailleurs un document qui représente quoi? L'engagement de plusieurs partis du Grand Nord à soutenir Paul Biya. À l'extrême nord, il y a l'Alliance nationale pour le progrès du Cameroun, l'ANPC. À l'extrême nord, il y a le mouvement social du Cameroun, le MSC, qui soutient Paul Biya. À l'extrême nord, il y a le Rassemblement démocratique pour la défense de la République, qui soutient Paul Biya. Et au nord, il y a l'Union pour la République, la démocratie et la solidarité, qui soutient Biya. La Damawa, l'Union camerounaise pour la démocratie. Dans la Damawa, toujours, il y a le Mouvement national pour le progrès du Cameroun et la révolution Cameroun du peuple uni. Et puis, il y a le Mouvement populaire pour le peuple camerounais, le MPPC. Donc, il y a 8 partis politiques qui sont signataires de ce manifeste. Je fais un peu comme les gens qui ont les contrats dans les téléphones. Je montre aussi de contrats. Alors, la bataille du Nord serait un leurre si on s'en tient au développement proposé par les uns et les autres, notamment les messages qui y arrivent. Oui, bien entendu, parler de l'heure, peut-être que c'est péjoratif, mais disons que ça n'aura pas un grand impact, étant donné que c'est une portion, n'est-ce pas, de l'étendue du territoire national. La véritable bataille va se passer justement dans tout le pays, avec les représentations, avec justement le déploiement que chaque candidat aura fait sur le terrain. Parce qu'il faut le dire, le peuple aujourd'hui réclame une coalition. Et c'est exactement ce que nous, au niveau du PUS, nous avons essayé de faire parce que nous avons fait partie de cette coalition. Mais il faut également expliquer une réalité au peuple. C'est que davantage, nous devons nous concentrer sur les éléments qui vont nous permettre de sortir effectivement de ce marasme. Les visions, les projets. Les visions et les projets. Il ne faudrait pas qu'on se cantonne dans le paradigme selon lequel l'union de l'opposition est la condition sine qua non pour pouvoir renverser le régime en place. Ce n'est pas une réalité. Parce que si nous voulons convoquer les élections de 1992, il y avait une multitude de partis, on avait 9 partis politiques en lice. Cette élection qui a même été
fait de telle sorte que on déclare, ou du moins, il s'est dit que le SDF aurait gagné cette élection. En tout cas, aurait été gagné. Ça signifie donc que, en réalité, ce n'est pas une coalition particulière qui va faire les affaires, mais c'est simplement une vision qui va caractériser cette coalition. Et c'est donc la raison pour laquelle il faut se dire, il faut justement rendre un candidat fort, le candidat qui va porter les questions de souveraineté, les questions de développement essentielles pour le Cameroun. Et ce candidat-là, c'est Serge Matomba. C'est Serge Matomba. Une minute chacun maintenant. Oui, on peut parler d'une bataille politique majeure en perspective. Le Grand Nord est en pleine réorganisation avec des populations qui manifestent une envie claire de changement après des décennies de promesses non tenues. Aussi, l'opposition s'est investie activement dans la région. Tous tentent de capter un électorat stratégique qui représente environ un tiers de la population nationale. La bataille dans cette partie du pays est bien en cours. Le Grand Nord, historiquement connu comme bastion du RDPC. Madame Dieng, à Kribi, on a vu qu'il y a de nouvelles tendances, de nouvelles forces politiques, de nouvelles organisations. Paul Biya jusqu'à la gare, mouvement 1 million de jeunes, mouvement 100 000 jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela ne vous émeut pas? Non, pas du tout, pas du tout. Comme je le disais tout à l'heure, la seule chose qu'il faut préciser quand on parle du Grand Nord est que le Grand Nord est l'une des parties qui gronde aujourd'hui le plus au Cameroun, qui étouffe et qui gronde, si ce n'est même pas la partie qui gronde le plus. C'est aussi peut-être pour cela que nos regards se déportent assez facilement de ce côté-là. Parce qu'il y a une masse de la jeunesse camerounaise qui étouffe de ce côté. Le Grand Nord est l'endroit au Cameroun où vous avez la distance entre Maroua, Kousseri, peut-être de 224-25 km par là, mais où des gens font 12 heures à 15 heures de voyage pour allier un endroit à un autre. C'est d'ailleurs là-bas récemment où il y a eu l'événement malheureux de kidnapping de 5 enfants. Justement du fait du mauvais état de la route. Le Grand Nord, c'est également l'endroit où il y a la distance entre Mangaoundéré et Garoua de 200, là aussi 270-78 km, où désormais des gens font, au lieu de 3 heures, 4 heures de route, mais des gens font 8 heures, 9 heures de route. C'est aussi pour cela, vous savez aussi pour ne citer que cela. Que vos frères de l'Est, pour ne citer que vous diront la même chose. Effectivement. Dans le Grand Centre, on vous dira la même chose. Jean-Jacques, j'ai des camarades à l'Est, effectivement. Je peux vous dans le centre également, on vous dira la même chose. Aussi. Mais non, c'est pour cela, je ne nie pas cela, c'est pour cela que je vous ai dit que c'est l'une des parties du Cameroun où les gens grondent le plus, où les gens étouffent le plus. D'accord. Alors, donc nous avons, et à l'entame de cette émission, je l'ai dit, nous avons en communauté la souffrance camerounaise que nous connaissons tous, et la bataille va se jouer sur l'étendue du territoire national, et à l'issue de cette bataille-là, j'ose le croire, le changement qui est engagé en ce moment, qui est en marche, cette dynamique-là va donner son issue le 12 octobre. Dans tous les cas, Jean Dua, ici, la communauté va jouer. On ne peut pas faire autrement au Cameroun. Bon, disons il faut que de quelque part, il y a le village électoral. Oui, il faut déjà dire, dans ce que nous appelons la démocratie pyramidale, la base communautaire est une réalité. C'est pour ça que certains veulent boycotter la bonne réflexion de Cabral Linguenge dans le communautaire. Mais c'est une réalité. En fait, il est en train de conceptualiser ce qu'est la réalité. Un peu comme vous venez de répondre à mon frère, qui estime que la partie du Nord, on gronde. Mais je voulais lui dire qu'il a suivi les cris et les bruits de Télé ou Nana. Hein? C'est partout. C'est partout. En fait, le Cameroun est encore ce village que nous devons tous construire. Et nous devons éviter le piège des ordres. Le piège des ordres, c'est des instruments linguistiques, anglophones, francophones. C'est des instruments religieux, musulmans. Vous voyez, quand on a mis Boko Haram, on tentait de nous opposer. C'est-à-dire, on voulait créer ce qu'on appelle là-bas la guerre religieuse. C'est également la tentative de division territoriale. Vous voyez, c'est pour ça que, au lieu d'avoir la province du Nord, on a la province de la Damawa avec ses réalités. La province du Nord avec ses réalités. La province de l'extrême Nord, comme la province, disons la province ou région du centre, avec les mêmes réalités de pleurs. Nous pleurons. Et moi, je justifie que nous pleurons parce que il y a des contingences et des contraintes internationales. Alors, on a plus de temps, malheureusement. Et nos contraintes, nos contingences endogènes, il faut qu'on se libère
avec la bonne mentalité et avec la puissance du nationalisme et du patriotisme. Merci Jean de Dieu ici. On sera très content de te recevoir très bientôt. Merci à notre ami qui écrit du Sénégal. Il n'a pas fini. Il a essayé d'appeler plusieurs fois, ne prend pas en direct. Abou Dia, il dit qu'il suit beaucoup l'actualité du Cameroun et que si l'opposition camerounaise veut gagner, il faut sanctionner le RDPC. Il n'y a qu'une seule solution, il n'y a pas deux. Il écrit toujours, mais on a relayé son message. Merci à vous là-bas du côté du Sénégal. Merci d'être venu, monsieur. Rendez-vous demain. Vous retrouverez Jean-Bruno et Fangono demain à 17h pour un autre programme. Très bonne soirée sur Info TV.